Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Bien que le ménage au square Grimoire ait permis à Harry d'être plutôt occupé et de ne pas trop ressasser, malgré tout, la date de son audience disciplinaire arrive et il ne peut malheureusement pas y réchapper. Est-ce qu'il va pouvoir faire normalement sa rentrée à Poudlard avec ses amis ou est-ce qu'il va devoir vivre une vie de banni avec son parrain dans la maison miteuse des Blacks? La réponse nous sera bientôt donnée pour clore le suspense. Mais avant, c'est une excursion au cœur du ministère de la magie que nous propose ce chapitre 7. Et on ne fera pas cette visite seule, car nous sommes accompagnés de Laura, une auditrice de la fréquence. Salut Laura, comment ça va ? Salut Jérémy, salut Marina. Écoutez, ça va bien. Et vous, comme il y a 5 minutes? Ça va. Ah, t'as vu, il faut faire un peu comme à la télé, tu vois, il faut faire un peu les professionnels. Non, merci d'être parmi nous. On est en live Twitch et en vidéo parce que tu l'as accepté, donc c'est super cool. Merci à vous. Ouais, on va passer un bon petit moment, ça va être cool. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui soit nous regardent en live ou sur Patreon ou qui nous écoutent en podcast? Qui es-tu et puis D'où viens-tu? Puis ton identité sorcière? Et du coup, moi, c'est Laura, j'ai 29 ans, je suis product designer dans la région parisienne, enfin, surtout sur Paris, mais j'habite en région parisienne. Et mon histoire magique, moi, comme beaucoup d'auditeurs et auditrices, j'ai d'abord connu les films Harry Potter au cinéma, particulièrement au début avec mon papa. C'était un peu les cadeaux d'entreprise, les sorties d'entreprise en décembre. Mon père s'endormait à chaque fois devant les films, mais en fait, moi, j'étais vraiment subjuguée par l'univers Harry Potter premier, deuxième. Et ensuite, j'ai une histoire très familiale sur tous les films Harry Potter. C'est que mon grand-père m'emmenait à toutes les avant-premières. J'associe beaucoup mon histoire avec Harry Potter à lui. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. Mais toutes les avant-premières, c'était avec lui. C'est trop cool, ton grand-père. Ah ouais, il m'emmenait partout, toutes les sorties, tous les musées, etc. Et ensuite, j'ai pas pu attendre la sortie des films. Comme beaucoup, j'ai commencé à me mettre à lire les livres à partir du 4. Et ça a été assez magique parce que petite, je n'aimais pas du tout lire. Mais vraiment, c'était une corvée. C'était si dur. Ma mère, elle essayait de me faire lire les petits j'aime lire. Et c'était horrible. Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre le nez dans le Harry Potter, c'est-à-dire que j'avais le livre sur les genoux à table, je lisais jusqu'à 4h du matin avec ma petite lampe torche. Et j'y arrêtais pas, quoi. Voilà. On a tous connu cette période. On était boulimiques d'Harry Potter. Ah ouais, c'était. Les livres sont cornés, abîmés. Là, d'ailleurs, j'ai mon tome Harry Potter 5. Il y a même plus les écritures dorées. Il est vraiment usé. C'est celui-là d'Harold qui avait exactement le même truc, d'ailleurs. Les lettres Harry Potter avaient disparu. Voilà. Ouais. Sans indiscrétion, t'as quel âge, Laura? 29 ans. J'ai 29 ans. Ah, t'as dit 29 ans, pardon. Ouais, donc, Sympa, tu n'écoutes pas les invités, oui, on retiendra ça. Ouais. En plus, nous sommes le samedi 8 mars, journée des droits de la femme. Ouais. Je dois rappeler que tu as pas mal de trucs contre les femmes aujourd'hui. Déjà, moi, j'ai la lumière de merde et tu n'écoutes pas Laura. Voilà. Mon vrai visage. Ton vrai visage. De masque toxique. Ouais, donc t'es un petit peu plus jeune que nous, mais en vrai, ouais, t'as pu suivre tout un peu. On dirait que même si la lecture, effectivement, ça a dû être un peu plus un challenge, parce que t'étais un peu plus jeune, naturellement. Okay. Pour ta maison, on a un indice déjà, mais ceux qui sont seulement en podcast audio ne l'ont pas, cet indice. Ah oui. Ouais, c'est vrai que j'avais fait des tests sur Pottermore à l'époque, et j'ai été une fois Gryffondor et une fois Serre d'Aigle. Et aujourd'hui, je sais toujours pas si vraiment je me considère je me considère toujours comme une Gryffondor, mais je pense que j'ai un petit ascendant Serpentard parce que je suis très ambitieuse dans le monde du travail. Néanmoins, je suis aussi très créative, donc j'ai un peu un côté Serre d'Aigle, mais je suis pas du tout studieuse. Donc le côté Serre d'Aigle sur la boulimie du savoir, pas du tout. Donc Gryffondor, ça me va bien en fait. Gryffondor, ascendance Serpentard. Et petite question, mais sur le monde moldu, tu as dit que tu étais product designer? Oui, tout à fait. Tu designes des produits, je suis. Mais ça consiste en quoi exactement? Ça m'intrigue.
Alors, pour ceux qui me connaîtraient un petit peu, c'est un peu le nouveau titre qu'on dit pour UX et UI designer. Grosso modo, je suis l'architecte des produits digitaux. C'est-à-dire, je conçois, je réfléchis et je design les produits digitaux, donc des sites web, des applications, des outils métiers. Globalement, c'est comment on arrive à vous faire arriver d'un point A à un point B. C'est-à-dire, tu es sur Zalando, sans citer de nom, par exemple. Tu vas chercher un produit, tu arrives sur la fiche produit, tu vas consulter, tu vas ajouter la taille, tu vas l'ajouter dans ton panier. Dans le panier, tu vas voir l'achat, la livraison, etc. Donc, c'est globalement mon métier. C'est bien un peu plus large que ça, mais voilà. Est-ce que ça peut se comparer à du développement ? Enfin, du code et tout, non ? Non ? Oui. Pas exactement. Je travaille avec les développeurs, c'est-à-dire que les développeurs vont venir développer ma solution. Donc, je vais être très souvent en contact avec eux, parler de contraintes techniques, etc. Mais on travaille de pair, mais on ne fait pas du tout la même chose. Donc, c'est à cause de toi que je dépense de l'argent sur Zalando, par exemple. C'est toi qui m'amène jusqu'au panier. C'est bien fait, ouais, parce qu'on fait aussi des études de sociologie et d'études cognitives. Donc, le but, c'est d'arriver à vous faire acheter oui et non. Parce que ça, c'est des enjeux marketing et commerciaux. Mais nous, c'est plus que l'expérience se passe bien. Voilà. Ouais, Jérém, c'est pas de ma faute. Je suis manipulée, en fait. Par des Laura, en fait. Non, mais Laura c'est une sorcière numérique. Bah ouais, c'est ça, en fait. Abracadabra, tu achètes. Et pour revenir à ce que tu disais sur ton grand-père, est-ce que c'est toi qui nous a envoyé ce témoignage-là il y a pas longtemps par écrit ou c'est pas toi du tout? Pas du tout. Okay. Je vous ai pas encore écrit. Okay. Après, peut-être que je vous en avais parlé quand on s'était vu à Paris pendant le meet-up. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est surtout que, tu vois, récemment, on a reçu alors ça devait être par email ou par message privé sur les réseaux, mais un témoignage très similaire au tien, parce que c'était une auditrice, je crois, qui nous écrivait que son grand-père venait de décéder et qu'elle avait vécu tout Harry Potter grâce à son grand-père. Et qu'ils avaient même mis du coup dans son cercueil Harry Potter et la Coupe de Feu, le livre, parce que c'était son préféré. Et elle disait, je suis fière parce que c'est peut-être le seul grand-père qui a Harry Potter et la Coupe de Feu avec lui. Et ça nous avait beaucoup touchés. Et donc du coup, enfin voilà, ok, tu vois, on a reçu un témoignage il y a pas longtemps qui est très similaire au tien. Je pense que c'est peut-être un témoignage dans lequel d'autres gens peuvent se retrouver. Je trouve ça très très beau comme témoignage. Ben, moi, Harry Potter, pareil, mon grand-père m'offrait les livres à Noël, mon anniversaire. Je faisais pas trop partie de la team qui attendait à la librairie pour acheter les qui sortaient. J'attendais que ce soit mon grand-père qui me les offre. Ouais. C'est trop mignon. Et voilà. Ouais, c'est trop beau de vivre ça avec quelqu'un et puis avec un adulte, que ce soit un adulte de notre famille ou pas, mais ouais, c'est trop bien. Moi, c'était plutôt, moi, j'étais solo un peu, mais ouais, moi aussi. Un peu avec ma voisine quand même, parce que pour le coup, c'est ma voisine qui m'emmenait aller voir les films. Ah bon? Ouais. En tout cas, les phrases jusqu'au 4, je dirais. Donc, j'ai des souvenirs comme ça où c'est un peu grâce à la voisine qui pouvait m'emmener aller au cinéma, quoi. Donc, ouais, c'est important, ça, une espèce de Madeleine de Proust qu'on garde avec nous, quoi. Ah, clairement. Et est-ce que tu as un livre ou un film préféré qui se dégage si tu devais en choisir un? Je crois que ça peut varier, mais c'est quand même globalement toujours Harry Potter 4, que ce soit aussi bien film que livre. En fait, j'aime beaucoup le truc où il y a des étapes, des épreuves, etc. Et aussi le passage à l'adolescence qui est beaucoup plus marqué. Et au-delà de ça, en fait, c'est vraiment le tome que j'ai aussi découvert par la lecture, comparé aux autres que j'avais vraiment découvert au cinéma. Et en fait, je me souviens, en école primaire, il y avait aussi ce truc où j'étais la seule à les lire. Et du coup, j'étais la seule à connaître la suite. Et il y avait un peu ce truc de alors il se passe quoi et tout. Et j'ai un souvenir aussi avant que je commence vraiment à lire le livre, il y avait les albums Panini. Je sais pas si vous vous souvenez, où il fallait acheter les petits stickers. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais les stickers et je me disais attends, mais ça c'est dans quel passage et tout. Ouais. Et vraiment du coup c'était on parlait de l'histoire à la cour de récré et c'était alors Laura il se passe quoi et tout. Mais qui a déjà fini ces albums là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été jusqu'au bout de ces albums? Le 100%. Ah ouais? J'allais jusqu'au 6, je crois. Et le 4 et le 5, je les avais terminés. Vraiment. Ah ouais, 100% et tout 100%. Ça rend accro. Hein. Ouais, et puis en fait, je crois qu'à un moment,
Ma mère, elle en avait trop marre de dépenser de l'argent dans les panini qui coûtaient horriblement cher. Et en plus, pour que j'ai plein de doublons. Ouais. Je les ai changés à l'école. Et moi, j'étais trop solo. Et Laura, dernière question, si tu devais retenir qu'un personnage, enfin, je sais pas, le personnage préféré dans la saga. Ou une créature magique. Ouais. Ou une créature. Je vais être obligée de répondre par cette question en fait, j'en ai 2, c'est les jumeaux Weasley. Pour moi, c'est vraiment, c'est mes préférés parce qu'il y a vraiment ce côté très humoristique que j'adore. Et là, il y a peut-être aussi une déformation professionnelle, c'est que j'aime énormément le fait qu'ils arrivent à transformer leur talent, du rire, de l'innovation, sur quelque chose de très ludique, qui va faire vraiment, qui va transporter les gens, qui va leur faire vivre autre chose. Et je trouve ça très inspirant aussi de voir 2 adolescents qui sont un peu hors normes. Et en fait, ils arrivent à faire un truc absolument incroyable de leur passion. Malheureusement, il y en a un qui va pas pouvoir la vivre jusqu'au bout. Donc, c'est aussi ce qui rend l'histoire encore plus belle. C'est ce côté un peu tragique. Donc voilà, c'est vraiment mes 2 personnages chouchous, quoi. Trop bien. Trop bien. Bah écoute, tu vas nous suivre, Laura, dans tout ce chapitre 7. On n'a pas parlé de l'after show, mais on fera un petit after show après le chapitre, comme d'habitude, pour les abonnés Patreon. On va parler des métiers du monde magique. Ouais, comme on est au ministère de la magie. On avait fait un podcast à l'époque. Enfin, j'avais fait un podcast à l'époque. Mais il y a longtemps, c'était déjà il y a plusieurs années. Donc voilà, donc on aura était là. Ouais. Mais du coup, des années après, bah voilà, c'est un bon thème d'after show en lien avec, en quelque sorte, avec le chapitre qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on va se la jouer en mode moldu, pas de balai magique, pas de transplanage ou de poudre de cheminette. C'est bien en métro qu'on va rejoindre le centre de Londres à la découverte du ministère de la magie. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 7. Le ministère de la magie. Alors, on est le lendemain matin et Harry se réveille très tôt. Incapable de retrouver le sommeil, il se lève et il enfile les vêtements que Madame Weasley lui a préparés. Madame Weasley lui a préparé un petit tas de vêtements quand même. C'est pas mal. La toile vide ricane dans la chambre quand il galère à s'habiller. Coucou au passage à Phineas, on en avait parlé, mais c'est Phineas Nigellus Black, même si on ne le sait pas encore. Petit pervers. Ouais, on ne sait pas encore que c'est lui. Discrètement, Harry descend jusqu'à la cuisine où se trouvent déjà Monsieur et Madame Weasley, Sirius, Lupin et Tonks. Tous sont habillés, sauf Madame Weasley, toujours en robe de chambre. Elle se précipite pour préparer un petit déjeuner pour Harry. Tonks, elle, salue Harry avec un bâillement en expliquant qu'elle est restée debout toute la nuit. J'ai une question un peu bête. Je crois pas qu'on l'ait abordée depuis qu'on a commencé l'Ordre du Phénix. Mais là, en fait, on suppose que Tonks, elle a gardé la prophétie pendant la nuit parce qu'ils font des tours de garde. Mais ça consiste en quoi exactement? Enfin, je veux dire, ils sont juste là à se tenir devant la porte du département des mystères et c'est tout? Enfin, je crois pas qu'on se soit déjà posé la question, mais ils font quoi en vrai quand ils gardent la prophétie? Bah, enfin, vous l'imaginez comment, vous? Soit en planque ou... oui, ils gardent. Après, Tonks, je pense qu'elle se métamorphose pour être discrète. Mais les autres, je sais pas. Il n'y a pas une histoire de cape aussi, puisque je sais que Maugrey à un moment donné dit que la cape n'a pas été rendue par... je n'ai plus le nom du personnage. Oui, exact. Ils ont une cape d'invisibilité, ouais. Ouais, et il y a aussi le père Weasley qui à un moment donné s'endort, je ne sais plus, dans une vision d'Harry. Donc ouais, pour moi, ils sont juste assis ou sous la cape devant la porte, en fait. Ouais, bah, effectivement, je pense qu'ils sont... Ils doivent être sous une cape d'invisibilité, ouais, et je crois qu'ils se refilent la cape, ouais, il me semble. Mais ça fait plus de sens parce qu'en fait, s'ils sont visibles, c'est suspect, quoi. Grillés. Ouais, ils sont complètement grillés, ouais. Donc, ok, ouais, ça doit être ça, Mais par contre, il y a un truc où j'ai plus souvenir quand Harry va vivre l'attaque de Arthur Weasley à travers les yeux de Nagini. Est-ce que c'est précisé que Monsieur Weasley, du coup, il est invisible? Mais s'il est invisible, du coup, Nagini, elle n'est pas censée pouvoir le voir? Je sais pas. Elle doit le sentir. Ah ouais, peut-être le sentir, ouais. Mais peut-être que c'est précisé qu'il est sous une cape, mais je m'en souviens plus. Je sais plus. J'avais oublié l'histoire de la cape. Ouais. En tout cas, ça doit être chiant. C'est vrai. En gros, ils prennent des tours de garde. Genre, en fait, il y a toujours quelqu'un de l'Ordre du Phénix devant une porte
à longueur de temps, quoi. Et genre, tu passes des heures juste à regarder. Après, est-ce que c'est pas juste la nuit? La journée, il y a du monde au département des mystères. Ouais, et puis ils se disent, Voldemort va peut-être pas essayer de rentrer en journée, quoi. Ou les mange-morts vont peut-être pas tenter un truc quand le ministère est rempli, quoi. Ouais. Madame Weasley vient nous rappeler que l'histoire se passe en Angleterre, car elle propose à Harry pour son petit-déj du porridge, des harengs et même des œufs au lard. Mais Harry préfère simplement des toasts. Du poisson le matin, c'est hardcore. Ouais, les harengs, c'est hardcore. Anglais ou pas. C'est particulier quand même. Vous êtes dans quel team au niveau du petit-déj? C'est quoi, petit-déj continental, sucré, classique? Bah, quotidiennement, c'est pas de petit-déj, mais je prends jamais le temps de petit déjeuner. C'est vrai. Mais... Alors que c'est le repas le plus important de la journée. Mais je sais pas si on est à l'hôtel ou autre, ça me dérange pas de prendre un truc sucré-salé. Et toi, Laura, du coup, t'es quel team? Moi, je suis team fromage blanc le matin, expédié hyper rapidos. Sauf quand je peux faire du télétravail et là, je me permets de me faire un cappuccino, voilà. Ouais. Et sinon, vraiment, le dimanche, c'est brunch à fond, quoi. Les œufs, le lard, le pain au chocolat, la totale, quoi. Ah ouais. Le dimanche, c'est sacré, hein. Moi, c'est vrai qu'on le fait pas beaucoup, nous, le brunch salé ou salé sucré. Mais j'aime bien de temps en temps. C'est vrai. Ça fait super longtemps. Le dernier brunch qu'on a fait, c'était un truc spécial à Dijon, sous les Halles, en été. C'était il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça. Ah non, je t'ai fait une infidélité. Oui, c'est vrai. J'en ai fait un avec ma sœur à Paris, qui était assez exceptionnel d'ailleurs. J'ai plus l'adresse, je peux pas vous conseiller, mais c'est je crois le meilleur brunch de ma vie. Niveau brunch à Paris, on est servi, quoi. Ouais. Bon, après, des fois, il faut payer le prix qui va avec. Franchement, en plus, là, ça allait. Mais vraiment, super ambiance. On est arrivé au bon moment parce que c'est le genre d'endroit que tu réserves pas, donc il y a la queue le dimanche matin. Et ouais. Mais ça, c'est un truc que je fais pas assez souvent parce que je prends beaucoup de plaisir. Après, au quotidien, c'est vrai que là, je redécouvre les céréales. Cette anecdote, vous adorez, mais... genre le dimanche et tout, ouais, ça peut être un rendez-vous sympa de se dire on brunch et tout. Carrément. Là, j'adore les Anglais pour ça. Entre potes aussi. Quand ça fait longtemps. Carrément. Un brunch ensemble. C'est ça. Comme ça, l'après-midi, tu fais la sieste. Ouais, c'est ça, carrément. Par contre, les harengs, les Anglais, faut pas abuser, quoi. Déjà, de base, j'aime pas les harengs, donc très salé et tout. Mettre en plus. Hareng Potter. Du coup, on comprend juste les toasts pour Harry, parce que l'angoisse de est-ce que je vais me faire virer ou pas. Ouais, plus les odeurs de nourriture et tout. À 5h du mat en plus. En plus, je me suis dit un truc. C'est une remarque qui revient souvent, mais les personnages, on les voit jamais se laver ou aller aux toilettes, bon, parce que c'est pas important pour l'histoire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même Harry du lever jusqu'à ce qu'il va partir. Il n'y a pas d'ellipse, disons. Et n'empêche que, en fait, il fait juste enfiler ses vêtements, il mange et il part direct. C'est-à-dire qu'il s'est pas lavé les dents, rien quand même. Hein. Alors là, on a la preuve. Donc, si tu prends du hareng en plus de ça, Harry, là, il n'a pas une super haleine pour... T'imagines ton collègue le matin qui adore le café club, mais en plus qui est anglais et qui mange le hareng en plus de ça, mais tu décèdes. Ah ouais. J'ai exactement eu cette image du café club le matin, puis vraiment avec les harengs. Mais, tu rajoutes le soupçon transpi du métro. Oh. Merveilleux. Et une bonne journée à tous. Alors la discussion entre les adultes présents reprend. Tonks suggère de se méfier de Scrimgeour, puis Arthur lui propose de la remplacer demain soir pour la soulager un peu parce qu'elle paraît vraiment fatiguée. Pendant ce temps, Harry essaie de manger ses toasts à la marmelade, voilà, c'est ce qu'il a pris. Mais Madame Weasley s'affaire à lisser les plis de son t-shirt pour qu'il présente bien. Arthur, qui est habillé d'un pantalon à rayures et d'un vieux blouson, explique à Harry que l'audience aura lieu au même étage que là où se trouve son bureau. Et c'est une certaine Amelia Bones qui l'interrogera, la directrice du département de la justice magique. Tonks se dit confiante, car Amelia est impartiale et elle saura l'écouter. Un petit point que je vous propose sur Amelia Bones. Parce que vous pouvez pas le voir, mais enfin si, vous pouvez le voir si vous, en vidéo. Mais Marina, elle a toujours ce petit regard. Oh non, il a pas fait ça. Non, mais vite fait, parce que moi j'aime bien les name dropping comme ça de personnages secondaires. Non, c'est vrai. Ça vous évoque quoi, Amelia Bones? Est-ce que
Elle va revenir dans l'histoire. Est-ce que vous vous rappelez quand ? Mais je bug avec un truc. On en avait déjà parlé à un autre épisode. Parce que ça me fait penser à un autre nom. Susan Bones ? Non, un truc comme ça. Susan Bones, c'est sa nièce. Ah bah non, bah là, je bug pas. C'est bien ça ? Oui, Susan Bones. En fait, c'est un personnage. C'est ça que je comprends aussi. Susan Bones. Ouais, c'est un. Du coup, c'est sa nièce, c'est pas sa fille. Hein. Alors moi, j'étais persuadé que c'était sa fille. Non, c'est sa nièce. Et c'est une élève de Poufsouffle qui va rejoindre l'armée de Dumbledore d'ailleurs dans ce livre. Et c'est un personnage. Enfin, ceux qui ont vu les films, ils la connaissent aussi parce que vous savez, c'est cette fille aux cheveux roux dans les 2 premiers films. C'est la fille de Chris Columbus. Voilà. Il a fait jouer sa fille. Par exemple, je crois que c'est dans le premier cours de Gilderoy Lockhart, c'est elle qui se trouve à côté d'Hermione et elles sont admiratives de Gilderoy Lockhart. Voilà. Non, sinon, par rapport à Amelia Bones, en fait, on sait que son frère Edgar, donc un autre oncle de Susan Bones, il était membre de l'Ordre du Phénix et il est mort pendant la Première Guerre. On va le savoir dans le chapitre 9, un peu plus tard. Et le gros truc qu'on sait sur Amelia Bones, c'est que malheureusement, elle va finir assassinée par Voldemort. Donc ça va être entre le 5 et le 6. Donc là, en fait, il lui reste que quelques mois à vivre à Amelia Bones. Et en fait, on apprend qu'elle est décédée dans le premier chapitre du tome 6, l'autre ministre. Voilà. Elle sera remplacée par un certain Pius Thickness à la tête du département de la justice magique. Et en fait, Pius Thickness, c'est un... C'est écrit comment, Pius ? Pius. Et du coup, c'est une espèce de marionnette en fait des Mange-Morts parce que il est soumis à l'Imperium par le Mange-Mort Yaxley. Et du coup, c'est même lui qui deviendra entre guillemets ministre de la magie après la mort de Scrimgeour. Mais du coup, c'est juste quelqu'un du ministère qui est sous Imperium en fait. Voilà pour Amelia Bones, ce qu'on sait. Sirius conseille à Harry de ne pas s'énerver pendant l'audience. Et Lupin lui rappelle que les mineurs ont le droit de recourir à la magie lorsque leur vie est menacée, donc la loi est de son côté. Madame Weasley, elle, s'est attaquée aux cheveux de Harry à l'aide d'un peigne mouillé. Je crois qu'elle se plaint que ses cheveux ne s'aplatissent jamais. On peut imaginer la chevelure de Harry. Contrairement au film où, du coup, là, il a les cheveux très courts dans le 5e. Mais non, Harry a toujours les cheveux qui partent dans tous les sens dans les livres. Arthur propose de partir dès maintenant pour prendre de l'avance. Tout le monde lui souhaite bonne chance et Sirius ajoute qu'il s'occupera d'Amelia Bones si jamais ça se passe mal. Harry suit Monsieur Weasley et tous 2 quittent la maison, donc sans se laver et tout ça. Hein, voilà. Mais il a pris des toasts à la marmelade. Bon, et il n'a pas pris de café et je pense pas qu'il ait fumé de clope non plus, donc ça, c'est ok. Alors qu'il marche dans la rue, Arthur explique à Harry que normalement il transplane pour aller à son travail, mais comme Harry n'a pas encore son permis, il est préférable de s'y rendre en mode moldu pour faire bonne impression. Harry remarque qu'Arthur garde une main dans sa poche, certainement pour tenir sa baguette magique prête au cas où. Alors ils parviennent jusqu'à la station de métro la plus proche et Monsieur Weasley a du mal à cacher son enthousiasme en trouvant tout fabuleux et merveilleux, même le distributeur automatique de tickets en panne. Moi, j'aime bien, enfin, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien ce côté-là d'Arthur, côté un peu candide, naïf, surtout là avec le contraste, parce que c'est dit que la station de métro, elle est déprimante avec tous les gens qui vont travailler. Et lui, il est là, il trouve tout incroyable. On aimerait bien garder l'esprit candide et naïf d'Arthur quand on va prendre le métro. C'est clair. Je trouve que Arthur Weasley, c'est un peu cette découverte à Disneyland. C'est vraiment, il arrive et il regarde partout, il en peut plus. Et je trouve que c'est hyper accentué par la musique du film. Donc quand ils arrivent dans le métro, c'est une musique un peu comique et tout. Donc vraiment le truc de mi-comique, mi un peu sérieux en mode vraiment, c'est trop cool le monde moldu. Ouais, c'est trop cool le métro. C'est très cool d'avoir regardé ça dans le film. Ça dure pas longtemps, mais on le voit passer les barrières du métro avec Harry. Il est là. Oh. C'est pas mal de l'avoir regardé. Je crois que dans le 1, il y avait Harry qui prenait le métro avec Hagrid. Et tout le monde regarde Hagrid avec des grands yeux parce qu'un demi-géant dans une rame de métro, voilà. Et ça n'avait pas été adapté. Mais là, on a bien cette petite scène avec Arthur Weasley. Ouais. Juste quand on a été à Londres, on n'a pris qu'une fois le métro. Le reste du temps, on a pris des taxis ou autres. Ouais. Et j'ai pas un bon souvenir du métro londonien. Le Tube. Ah ouais, il y avait tellement de monde, on était coincés dans le couloir et tout, ça n'avançait pas. Oui, on est arrivé. Ouais. C'est horrible, pire qu'à Paris. Après, vacances de Noël. Hein. Bah ouais. Le dernier métro à Londres à Piccadilly Circus,
un enfer. Vraiment, c'est la ligne 13 du métro en Nord-de-Pointe. Nous, on était coincés dans le couloir. En plus, on n'était même pas encore sur le quai. Enfin, c'était l'enfer. Oui. Ouais. Je pense qu'on n'avait pas été stratégique. Ça devait être la ligne la plus occupée à un moment de vacances. On aurait peut-être dû prendre un bus ou quoi. Mais même le bus, tu te souviens? On a été dans un bus ultra blindé. Ouais. Pour, je crois que c'était pour qui aller en plus à Hyde était Park. retardé et tout. Ouais. Oui, on a vu. Mais heureusement, trop sympa, j'étais tombée sur une Anglaise qui parlait très bien français, qui était passionnée par la France et tout. Un truc, en fait, elle nous a entendu parler français et elle a engagé la conversation et tout, et c'était trop cool. Trop mignon. Comme un tiers des gens qu'on croise à Londres. C'est 2 tiers d'anglais, 1 tiers de français, des français partout. Ouais, vous pouvez aller à Londres en ne parlant pas anglais, vous allez pas, ça va pas être un problème en fait, la barrière de la langue. Alex dans le chat. Comme le Portugal. Alex dans le chat qui nous parle de la ligne B du métro à Lyon. On la connaît bien cette ligne B. On habitait Tout le temps juste à panne. côté. Ouais. Station Charpennes. Wouhou. Big up à tous les Lyonnais. Une fois dans le métro, Monsieur Weasley compte les stations restantes comme un enfant tout excité. Une fois parvenu à destination en plein cœur de Londres, tous deux plongent dans la foule d'hommes en costume et de femmes en tailleur avant de rejoindre une rue aux immeubles imposants. Ouais, c'est dit quand même qu'il y a un flot de personnes. Enfin, on sent que eux aussi ils sont emportés un peu. Emportés par la foule. Arthur semble un peu perdu une fois arrivé dans la rue, ce qui n'est pas très rassurant pour Harry. Mais il finit par retrouver son chemin en expliquant que c'est la première fois qu'il passe par l'entrée des visiteurs en mode moldu. Alors moi, je le vois bien, parce que là, du coup, c'est la première fois qu'il fait ça, mais je le vois bien à la suite de ça, de se faire un petit kiff de temps en temps et de prendre le métro, parce qu'en fait, il prend tellement plaisir, il pourrait le faire de temps en temps. Oui, genre une attraction, tu vois. Tu sais, il se met à l'avant du train, c'est du train automatique là. Oui. Sur les mains. Ouais, je le vois bien se lever super tôt. Molly lui demandait mais pourquoi tu te lèves aussitôt? Ah non, parce que ce matin je vais prendre le métro, je vais pas y aller en transplanant. Ce serait bien le son kiff. Vous, les transports en commun, c'est quoi votre rapport aux transports en commun? Est-ce que vous aimez ça ou est-ce que c'est la... Non mais la tête de Laura déjà, je pouvais pas la voir mais... Oui, mais alors du coup je pense que vous êtes différentes parce que toi c'était pas la corvée toi, non? Le métro, moi, ça... Après, le métro lyonnais est différent du métro parisien. Sincèrement, je trouve le métro lyonnais beaucoup plus sympa, beaucoup plus propre. Après, il est plus récent et tout. Donc, il y a que 4 lignes en plus. Mais il y a des matins plus durs que d'autres quand il y a un peu les fous et les folles du métro, quoi. Où faut pas regarder dans les yeux parce que sinon, t'as peur de te faire planter, ce genre de truc. Mais le plus souvent, j'avais aucun mal à genre me plonger dans mon livre. En fait, j'avais tellement un automatisme que je savais quand la station était là et je me levais et voilà. Mais c'était pas un trauma non plus parce qu'à Lyon, je trouve que ça va. Mais à Paris, c'est différent, je trouve. Laura? Ah oui, à Paris. Disons que moi, j'ai jusqu'à très très tard, jusqu'à l'année dernière, habité en banlieue parisienne, mais vraiment banlieue. C'est-à-dire que pour aller au travail, je mettais presque 1h30. Donc, je me tapais le bus, le RER, voire le métro. Ouais. J'avais même un client à l'époque qui était dans le sud de Paris. Donc, je faisais bus, RER, métro, RER. Enfin, c'était interminable. Maintenant que j'habite toujours dans la banlieue, mais proche vraiment Paris, je revis. Mais les transports, c'est un enfer. Il y a toujours des problèmes. Les gens, malheureusement, je suis désolée, hein, mais sont pas très aimables. Ouais. Ils n'ont pas trop de savoir-vivre. Donc vraiment, moi, souvent, quand on me demande c'est quoi ton super pouvoir que t'aimerais, mais le transplanage, en fait, les gars. Enfin, genre vraiment, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte. Ouais, complètement. Mais ouais, à Paris, les Parisiens, s'il vous plaît, faites des efforts sur l'amabilité. On vous demande pas de sourire en permanence, mais soyez pas des assholes, quoi. Jaugez pas en permanence, c'est hyper chiant. Des fois, ça m'arrive d'aider des mamans avec des poussettes, avec les escaliers. C'est pas forcément adapté à Paris, mais puis c'est vraiment le grand sourire. Oh, merci beaucoup. Bah non, mais c'est normal en fait, madame. La gentillesse est devenue quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est tellement triste. Bon, pas ce problème avec la poudre de cheminée. Ouais.
Toi, on va pas te demander ton rapport au transport en commun parce t'as très rarement pris parce que t'as eu la chance de travailler en télétravail très vite. Et quand tu travaillais à Caen en bureau, tu t'allais à pied. On n'a pas de métro à Caen, non. Mais on a un super tram maintenant. Non, ouais, bah moi je suis moins citadin que toi, tu vois, par instinct. Donc, tu vois, de prendre le métro, par exemple, de lire dans un métro, j'ai jamais su faire. Moi, j'ai une fascination pour tous les citadins qui sont debout, qui se tiennent pas dans le métro et qui lisent leurs livres. Ou enfin, maintenant, c'est plus tout le monde est sur les téléphones, mais on en trouve quand même, hein, des gens qui lisent et tout. Bon, franchement, ça se fait encore. C'est pas la majorité, mais on est quand même nombreux avec un bouquin dans le métro. Ouais, ça va. Mais moi, ou la liseuse aussi. Maintenant. Incapable. Moi, non, le trajet est trop court, tu vois. Genre, non, je sais pas, j'y arrive pas. Et puis, pour moi, c'est plus une corvée. Ouais, et comment tu vis le trajet entre le matin, le salon et ton bureau dans la maison ? Ça va. Il y a pas trop d'embouteillage ? Bah, quand je monte l'escalier, je mets un petit podcast et pendant 15 secondes, et c'est OK. Ça va, les chats t'embêtent pas trop Non, ça va. Oui, des fois, il y a la foule de chats. Ils sont pas toujours très aimables, mais ça va. Mais moi, du coup, maintenant, je vais en voiture au boulot et tout. Et c'est vrai que c'est un confort quand même. Après, en même temps, j'aime pas trop le fait d'aller en voiture au travail parce que y a mon côté écolo qui me dit c'est pas bien. Mais en même temps, le bus, je mettrais quasiment 1 heure et je suis en zone un peu dangereuse maintenant avec mon nouveau boulot. Et je mets même pas un quart d'heure pour aller en voiture. Ouais, donc, et puis ça serait fatigant pour toi aussi. Et ça serait fatigant aussi. Et en plus, on roule au gaz maintenant. Ça y est, t'en avais pas encore parlé dans le podcast, c'est sa nouvelle passion. Jérémy va vous parler de sa nouvelle passion. Non. Ce n'est pas magique, mais c'est le GPL. Ça pollue un peu moins, voilà. Et c'est moins cher, c'est moins d'1 euro en station. Ça n'intéresse personne. Allez, on tourne Harry Potter. Arthur et Harry finissent par rejoindre une rue assez miteuse où se trouve un pub et une benne à ordures qui déborde. Harry est étonné parce qu'il s'attendait à ce que le ministère se trouve dans un lieu un peu plus prestigieux. Monsieur Weasley le fait entrer dans une cabine téléphonique rouge, bien sûr, les fameuses. Celle-ci a les vitres cassées et Arthur, du coup, il lui ouvre la porte et puis il rejoint Harry dans la petite cabine, ce qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Harry lui dit que le téléphone aussi, il semble hors service, mais Monsieur Weasley se veut confiant. Et on en parle des influenceurs et influenceuses devant les cabines téléphoniques rouges de Londres. Pourquoi ? Toutes les photos d'influenceurs, influenceuses et tout qu'on voyait, il y avait une queue devant les cabines téléphoniques et chacun prenait la même photo et tout en mode Instagram et tout. Enfin bref. Ouais, c'est ma photo de profil, t'as un problème avec ça ? Surtout qu'en Angleterre, en fait, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs parce qu'effectivement, ça reste mythique, mais ce n'est plus utilisé comme partout ailleurs. Enfin, voilà, c'est devenu qu'un spot à touristes quasiment. Oui, Paris, t'as pas mal de spots aussi photos Instagram, hein, on va pas se mentir. Avec la fameuse le panneau métro en mode métropolitain, en mode belle écriture et tout. Je suis allé à la Tour Eiffel il y a pas longtemps. Ça faisait quelques temps que j'y avais pas été au pied de la Tour Eiffel. Ça a carrément changé, je crois, depuis les JO, parce que maintenant tout est vitré. Tu fasses la queue pour aller en dessous, en gros. Sinon, tu peux faire que le tour. Comment ça s'appelle le jardin qu'il y a devant? Le Champ de Mars. Le Champ de Mars. Le jardin. Le grand jardin qu'il y a devant la Tour Eiffel. Oh, le vieux campagnard. Comment ça s'appelle là, le jardin? Comment il s'appelle le petit boulevard là où il y a des petits magasins très sympas? Comment ça s'appelle le lopin de terre là devant la grande tour? On préfère plein de trucs. Non mais même le Champ de Mars, tu pouvais pas y aller, c'était en travaux, je sais pas quoi. Du coup, il y avait pas grand chose à voir. Par contre, oui, effectivement, les rues qui donnent sur la Tour Eiffel, rue pavée, en fait, c'est que des gens qui se prennent en photo. C'est genre, tu peux même pas prendre ces rues-là parce que sinon, tu te retrouves sur 10 photos, quoi. Et on parlait avec un chauffeur de taxi aussi la dernière fois et il nous racontait qu'il y a un nouveau spot à Paris, un café où ils font des chocolats chauds Instagrammables. Ah. Et en fait, il y a des gens qui attendent 1h30, 2 heures, mais juste pour commander, prendre la photo et se casser, en fait. Et, ils le boivent même pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, ça m'arrive de temps en temps sur Paris, faire des petits déplacements à droite à gauche. Et en fait,
des fois, je suis dans ma bulle, je vais d'un point A à un point B, je me pose pas forcément la question. Et en fait, tu te rends compte que t'es passé pile devant l'appareil photo de quelqu'un et tu fais, oh putain, pardon, désolé. Et tu dois faire hyper attention, quoi. Bon, après, ça va, les gens sont plutôt cléments parce que, toi, tu travailles, tu vis. Donc, mais, ouais, t'as des rues sur Paris qui sont bondées juste pour avoir la photo en contre-plongée avec la Tour Eiffel. C'est... Ah mais oui, je t'ai pas raconté la dernière fois qu'on était à Paris, que je crois que c'était pour aller au resto ou un truc comme ça. Enfin bref, je suis passée pile quand quelqu'un est en train de se filmer pour faire un outfit ou un truc comme ça. C'est quoi un outfit? Genre, ils montrent comment ils sont habillés et tout dans la rue, et moi je suis passée. Mais bon, après, voilà, hein, on doit bien vivre. T'étais pas obligé de faire un doigt en passant. Mais genre un peu caché comme ça. Ouais, mais surtout dans les endroits un peu touristiques comme ça. Parce que moi, des fois, j'aime bien me poser, juste regarder. Il faut pas le faire parce que sinon, on te demande 10 photos à la seconde. C'est un peu, ça, c'est ma vie, tu vois. Ma vie de touriste, c'est là. J'ai juste envie de me poser. Ah là, take picture. Take picture. Du coup, je me casse. Il y a un peu le paradoxe. Moi, je suis très souvenir. J'adore les albums photos. Je remercie d'ailleurs mes parents d'avoir beaucoup fait de photos quand j'étais jeune. Mais du coup, tu sais, il y a un peu ce truc de j'ai envie de prendre une photo, mais en même temps, j'ai pas trop envie d'être considérée comme une resta en train d'essayer de... C'est vraiment juste, je veux une photo pour me souvenir de ce moment. Et puis, c'est un peu le paradoxe, je trouve. Après, il y a différentes sortes de photos. Il y a les photos où en fait, on prend pas la pose Instagrammable ou autre. C'est juste la photo souvenir. Et la photo où il y a 10 000 poses, ça prend 1 heure. Voilà, quoi. Ouais. Il y a des endroits à Paris, c'est fascinant pour ça. Il faut que ça soit juste le beau côté des choses et pas montrer l'intégralité du panorama avec ses défauts, quoi. Après, j'avoue, au studio Harry Potter, je l'ai un peu fait. Oui. Pas forcément. La grande salle Gringotts, franchement, obligé. En plus, il y avait personne, toute seule. J'ai dit à ma pote, s'il te plaît. Oui, carrément, là, c'est l'endroit où moi aussi, j'ai eu la chance d'être une des premières dans le groupe à rentrer dans la salle de Gringotts. Et du coup, ça s'est imposé à moi comme ça. Il y a 100 personnes, il n'y a rien du tout. Je fais waouh, c'est trop beau! C'est magnifique. Ce décor est sublime. Ouais, moi, c'était une découverte parce qu'il n'y était pas la première fois que j'avais visité. Et la scène avec le dragon est très bien faite aussi. Ouais. Et on ne va pas la raconter. Bah non, il faut y aller. Pas spoil. Mais si vous y êtes allé, vous savez de quoi on parle. Alors, on revient. On est dans la cabine téléphonique avec Harry et Arthur qui sont comprimés comme ça dans ce petit espace. Parce que Harry, il lui a dit que le téléphone, il semble hors service. Mais Monsieur Weasley lui dit non, ça fonctionne, ça j'en suis sûr. Il tape un numéro, puis une voix féminine résonne dans la cabine en leur demandant leur nom ainsi que l'objet de leur visite. Petite question triviale poursuite pour vous. Quel code faut-il taper pour rentrer au ministère? Et pourquoi ce code? Oh putain, j'étais sûre que t'allais me le demander. Je l'ai mémorisé hier soir, je l'ai oublié. Laura, est-ce que tu l'as pour humilier Marina? Hier, en préparant l'épisode, je me suis dit, c'est sûr, il va poser la question. Il y a 6. C'est 7, 6, 6, 4, un truc comme 4, ça. 4, 2. 4, 4, 4, 2. 6, 4, 4, 4, 2. Oui, c'est ça. C'est 6, 2, 4, 4, 2. 6, 2, 4, 4, 2. Mais pourquoi, du coup? Il y a un sens à ça. Par rapport aux lettres et aux chiffres, non? Ouais. C'est du T9. Ouais, c'est ça. C'est du T9, ouais. Alors, c'est du T9 simplifié, mais oui. À votre avis, ça veut dire quoi? Dans le chat, ils l'ont dit plusieurs fois si vous voulez tricher. Ah, magique! Ouais, ça veut dire magique. Mais c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je me dis, c'est quoi code magique et tout? On parle de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, à dire magique dans le... Ils sont vraiment gogoles, les fans. Non, oui, ça, c'est magique. Mais par contre, c'est du T9, c'est juste la touche où il y a la lettre. Mais en fait, il faudrait appuyer plusieurs fois sur la touche. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu simplifié, quoi. Ouais. Donc, 6-2, 4-4-2. Voilà. On va essayer de s'en souvenir. Monsieur Weasley répond à la voix, le micro du combiné contre son oreille. Vous avez bien entendu, le micro contre son oreille. La cabine fait alors apparaître un badge pour Harry sur lequel est inscrit Harry Potter, audience disciplinaire. La voix précise que le visiteur doit se faire fouiller et remettre sa baguette magique au comptoir de la sécurité lors de son arrivée. Puis le plancher se met à descendre dans le sol, le trottoir passant devant les vitres de la cabine qui plonge alors dans l'obscurité totale. Au bout d'1 minute, la lumière fait son retour et la porte s'ouvre sur un hall gigantesque qui laisse Harry sans voix.
Là, je me suis dit, il faut pas être claustro quand même pour rejoindre le ministère de la magie. Parce que là, c'est quand même dit 1 minute. 1 minute, c'est énorme pour descendre. Oui, c'est vrai. Vous êtes claustro, vous, ou pas? C'est un truc genre une cabine téléphonique comme ça et plonger en souterrain pendant 1 minute, c'est un no-go pour vous ou c'est OK? Ouais. Je sais pas. Surtout quand tu sais pas où tu vas atterrir. Parce que là, Harry, du coup, il sait pas. Oui, en plus, il sait Weasley, pas. j'imagine qu'il sait pas trop non plus parce qu'a priori, c'est l'une des premières fois qu'il prend cette entrée. Et déjà, en plus, t'es comprimé avec le père de ton meilleur ami. Alors, t'as beau être... Et vous avez mangé des harengs? Ah non, c'est vrai, c'est pas des harengs. Oui, mais Monsieur Weasley, peut-être qu'il en a mangé. Bah, peut-être qu'Harry, il est un peu stressé et que du coup, il a le ventre un peu... Voilà, donc t'as pas non plus trop envie d'être enfermé. Tu veux dire peut-être qu'il est en train de larguer des caisses? Collé serré comme ça. La porte s'ouvre quand ils arrivent dans le hall, il y a 2-3 sorciers qui s'évanouissent. Ça fait une vague. Et voilà, on est à nouveau en train de parler de caca. Bien sûr, évidemment. Et moi, j'ai jamais fait de spéléo ou dans des endroits souterrains. Je sais pas trop comment je réagirais. Mais vraiment, s'enfoncer dans la terre... je sais pas, moi, je pense pas être claustro parce que par exemple, je peux prendre l'ascenseur sans être mal. Mais l'avion, je supporte pas. Je me sens oppressée plutôt. Le train, ça va, mais genre le ferry, moi, laisse tomber les cabines de ferry, c'est l'enfer. Mais l'ascenseur, ça va, mais il faut pas qu'il y ait trop de secousses, quoi. Ouais, mais bon, dans un ascenseur, tu vas rarement dans le sous-sol, quoi. Bah, si, quand tu descends à ton garage, quoi. Oui. Oui, mais là, bon, ça dure quand même, tu descends pendant 1 minute, quoi. Oui. C'est ça la particularité. Après, j'aime pas forcément les ascenseurs entièrement vitrés, là. Ah oui. Ouais. Où tu montes très haut et tout. Ouais, j'aime pas trop non plus. Ouais. Je trouve ça fun. C'est plutôt les trucs un peu vraiment exigus. Je sais plus, Squeezie avait fait une vidéo sur un gars qui était resté coincé justement en spéléo. La tête en bas. Tu peux pas bouger les bras, tu peux pas bouger les jambes. Enfer. Mais ça, c'est non. Mais je crois que c'est une pratique. C'est une pratique, je crois, d'aller dans des endroits très exigus où tu peux à peine bouger et tout. Oh, l'enfer. Il y en a qui sont morts. Hein. Il y a McFly et Carlito qui ont fait une vidéo sur les phobies aussi. Je crois que c'était la phobie de McFly. Et du coup, il fait une expérience. Dans un tube, là. Ouais, dans un espèce de tube où il doit, en arrière, il doit sortir du truc. Et je comprends, moi, je pense pas avoir cette phobie-là, mais je l'ai un peu quand même, tu vois. Genre, ça me traverse l'esprit. Par exemple, dans les ascenseurs, quand ils sont trop petits, j'aime pas, tu vois. Je me dis, tiens, si on est bloqué et tout là-dedans, voilà. Moi, je pense qu'il y a un truc d'un instinct de survie, c'est-à-dire que si tu peux pas bouger les bras, tu peux pas bouger les jambes, t'as forcément envie de bouger. Je pense que c'est vraiment l'instinct de survie qui parle et qui fait que t'as envie d'activer ton corps, en fait. Ouais. Non, moi, par exemple, dans l'avion, c'est typiquement ça. C'est le fait de ne pas pouvoir marcher comme je veux, en fait. De pas bouger mes jambes comme je veux et tout. Ça me... pas ça. Faut pas transplaner, du coup. Ouais. Vu la description qu'ils en font. Non, mais comme tu disais, Laura, plutôt, ne serait-ce que pour transplaner, moi, je vais être sorcier, en fait. C'est génial. T'imagines le petit afterwork que tu te fais, je sais pas, dans le sud de la France avec un petit street, là. Bon, on va où, là? La prochaine fois, on fait l'épisode, mais à Londres. Ouais, c'est ça. Mais moi, je comprends pas pourquoi les sorciers ils voyagent pas plus, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils voyagent beaucoup, mais c'est tombé, c'est trop bien, quoi. Bah, en même temps, c'est très bien parce que ça évite le tourisme de masse. Marina, premier degré. Ouais. Voilà. J'ai adoré la remarque premier degré. Voilà, en même temps, le tourisme de masse. Ok. Jean-Michel, premier degré, bonjour. Bon, du coup, on revient dans le hall de ce ministère de la magie. Le plafond est incrusté de symboles dorés qui bougent et de chaque côté s'alignent de nombreuses cheminées. Un côté est réservé aux arrivées, l'autre au départ. C'est bien organisé. Au milieu du hall, une fontaine aux statues d'or s'élève, représentant un sorcier qui pointe sa baguette vers le ciel et une sorcière magnifique, ainsi qu'un centaure, un gobelin et un elfe de maison qui semblent tous trois contempler le sorcier et la sorcière avec admiration. Des jets d'eau retombent dans le bassin circulaire et produisent un clapotis régulier. Sur un écriteau est écrit « Les sommes récoltées dans la fontaine de la fraternité magique seront intégralement versées à l'hôpital Sainte-Mangouste. » Et Harry se dit que s'il n'est pas renvoyé à l'issue de son audience, il y mettra 10 galions. Alors, il veut faire la charité uniquement s'il n'est pas renvoyé. Oui, c'est ça. C'est ça.
Vous, est-ce que vous êtes superstitieuse ou pas? Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà fait? Tu vois, par exemple, bon, c'est plus une tradition dans certaines villes, par exemple, de mettre une pièce dans une fontaine pour avoir la bonne chance, tu vois, la bonne fortune. C'est le genre de truc que je fais. Toi, c'est vrai. Toi, c'est le genre de truc que je te touche la chouette à Dijon quand on a l'occasion. Enfin, bref, je fais tous les trucs. De Dijon. Je regarde les sœurs miroirs. La petite pièce dans la fontaine, je l'ai déjà fait aussi. Bah, en même temps, sur un malentendu, ça peut pas faire de mal, en fait. Ouais. Mais là, Harry, lui, c'est vrai que c'est pas de la superstition, c'est plus, bon, si ça se passe bien pour moi, ok, je mets de l'argent. Ok, je donne aux malades. Mais il est pas en train de mettre là 10 galions pour avoir de la chance, non? Mais... Oui, c'est vrai. En plus, du coup, j'ai regardé un petit peu. Enfin, je pense que c'est un peu mouvant en fonction du cours de la monnaie et tout. Mais un galion, a priori, ce serait 7 €. Ouais, c'est sûr. Donc, ça veut dire qu'il mettrait 70 €. Mais il est plein de thunes. Ouais, mais après, du coup, on va voir qu'il va pas mettre juste 10 galions. Ah oui, finalement, il met plus à ça, je m'en souviens plus. Ah oui. Ouais, non, mais lui, il arrose. Hein. De toute façon, dès le Poudlard Express dans le 1, avec on prend le tout, ça y est. Il se sent plus. Mais toi, t'es pas superstitieux, toi. Enfin, non, pas du tout. T'aimes pas faire ce genre de petits trucs non. et tout. Ouais, ça, j'avoue. Bah, après, pour... il y a des endroits, vas-y, on le fait. Mais par contre, jamais de la vie, je me dis, ça marche. En fait, ouais, j'ai pas cette croyance-là. T'as jamais fait un vœu en ayant l'espoir que ça marche? Non, tu vois, par exemple... Même le truc con, en soufflant tes bougies d'anniversaire. Bah, je pense à ça. Non, jamais. Jamais? En fait, même quand t'étais petit? Attends. Genre, quand t'avais 11 ans, t'as pas souhaité recevoir ta lettre de Poudlard? Non. Moi, c'est un truc que j'ai fait quand j'ai eu 11 ans. Avant de souffler ma bougie, j'ai pensé comme ça. J'espère que je vais recevoir ma lettre de Poudlard. Comme ça. Bah, tu vois, la preuve que ça marche pas, tu l'as pas reçu ta lettre de Poudlard. On serait pas là comme deux moldus à faire un podcast. J'ai cru comme deux on sait pourquoi à faire un podcast. Reçu, c'est que les registres, ils ont été cramés par Voldemort. Exactement. On le sait. Ouais, voilà. Je crois pas trop aux théories, mais celle-là, je veux bien y croire. Tu nous as fait une Pierre Chabrier. Pourquoi? Je serais pas là comme faire deux cons à faire un podcast. Rends l'argent, toi. Rends le chèque du Patreon. Alors, il est quand même précisé dans le ministère là que certains visages ont une expression maussade. Donc, je me suis dit, les sorciers, eux aussi, font la gueule le matin en allant au travail et c'est pas que un truc de moldu. Mais quoi. on fait tous la gueule. Enfin, c'est pas qu'on fait la gueule, c'est que on s'est levé, on doit aller à un endroit pour avoir le droit de gagner de l'argent pour payer notre loyer et les factures. On va pas avoir le smile en permanence, en fait. Même si on aime notre boulot. Voilà. Puis moi, je fais partie de ces personnes. Si je souris pas, j'ai une bitching resting face. Donc, voilà. Après, je trouve que quand même, enfin, je comprends de faire la gueule le matin, vraiment, je vais pas les blâmer pour ça, mais le ministère de la magie tel qu'il est décrit et tel qu'il est montré dans le film, vraiment, genre, c'est quand même un lieu qui est assez magnifique, on va pas se mentir. Et j'imagine qu'on est pas mal à avoir déjà travaillé dans la fonction publique, on n'a pas les mêmes jours, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vraiment, alors après, on va voir que le bureau d'Arthur Weasley est pas non plus incroyable. Mais quand même, il y a un petit prestige, un peu sans patoche. Oui, il pourrait un peu relativiser et faire un petit peu moins la tête, quoi. Ouais, mais même toi, tu fais la tête pour aller au travail alors que t'es dans ta maison. J'aime bien parce que tout à l'heure, quand il disait oui, bah, on fait tous la tête, c'est normal, parce qu'en même temps, on va au travail et tout. Bah oui, je me contredis. 5 minutes avant, tu disais bon, les Parisiens, arrêtez de faire la gueule. La mauvaise foi de Marina. Non, mais oui, c'est marrant parce que c'est vrai que les sorciers vivent dans un cadre quand même beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus confortable aussi. Et pourtant, ils ont quand même le même comportement que les moldus. Après, ça reste humain, en fait. Bah oui, et puis, on peut pas tout le temps sourire en permanence. Non, mais je me défends. C'est que je disais pas arrêtez genre de faire la tête ou machin, soyez un peu plus aimable. C'est je veux dire genre arrêtez de pousser les gens, laissez les gens sortir du métro, aider les gens qui sont en galère. Enfin, genre les mamans avec les poussettes ou autres, poussez pas les gens. Et quand on se trompe de sens sur l'escalator, mon Dieu, soyez plus sympa avec nous. Je trouve qu'il y a aussi une différence entre faire la gueule parce que tu n'as pas envie de te lever, t'es fatigué ou quoi que ce soit, et puis quand les gens te regardent, tu peux sourire, tu peux pas le regarder mal, ou enfin des fois ça arrive à Paris, tu croises des gens ils disent j'aime bien votre veste ou un truc comme ça, et tu fais putain ça fait plaisir, merde, changer ma journée quoi. Parce qu'il y en a qui te regardent comme si t'avais tué pères et mères quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'adresses la parole? Moi une fois ça m'est déjà arrivé
on m'a tellement fixé que je me suis regardée dans un petit miroir de poche et tout. Putain, mais j'ai un truc sur la tête parce que là, vraiment, j'ai un gros doute. Et oui, en effet, j'avais une grosse crotte de nez. Une grosse crotte de pigeon. Allez, quelqu'un, crotte allez, de nez. Hop là. Allez, le bingo. Oui, à noter comme détail aussi là dans cette scène, c'est on voit du coup la fontaine qui se trouve dans le hall du ministère de la magie. Quand le ministère va tomber aux mains de Voldemort, la fontaine va changer. Alors déjà, elle changera parce qu'elle va être détruite à la fin du 5 après le combat entre Dumbledore et Voldemort. Mais du coup, elle changera et du coup, ça serait une fontaine qui avec un discours beaucoup plus xénophobe et beaucoup plus douteux que là, même si déjà cette première fontaine... Ouais, c'est un peu limite. Hein. Ouais, c'est ça, j'avais oublié ce détail, mais c'est quand même... tu sais quoi, c'est un elfe... Attends, c'est un elfe et un... Centaure, gobelin. Centaure, ouais. Ces 3 créatures, centaure, gobelin, elfe, qui regardent avec admiration les sorciers. Donc, une réécriture. Une écriture de l'histoire, quoi. On sent que les sorciers ont gagné. C'est la supériorité des sorciers sur les autres créatures. Parce qu'ils ont gagné la guerre, donc ils ont le privilège d'écrire l'histoire, quoi. C'est un petit peu ça. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Voilà. Punchline. Harry et Monsieur Weasley se dirigent vers le poste de sécurité. Ouais, totalement, pardon. Normalement, je sais qu'on lit pas le chat, mais ça m'a fait penser totalement à ça dans le film et même dans le livre. C'est Alex qui dit, ça fait penser au statut soviétique un peu. C'est vrai, ça donne un peu ces ambiances-là. Oui. Ouais, ambiance un peu... tu la regardes, elle te met pas très bien, quoi. Un peu propagande, statut propagande froide et tout. Ouais. C'est pas une mauvaise chose qu'elle soit détruite. Bon, elle sera remplacée par quelque chose de pire. Mais après, on peut imaginer que post-guerre, après la disparition de Voldemort, ils n'ont pas refait cette fontaine à l'identique. J'espère pas. Harry et Monsieur Weasley se dirigent vers le poste de sécurité où se trouve un sorcier mal rasé en train de lire la Gazette. Alors, c'est précisé que le sorcier au comptoir, il a une robe bleue comme des plumes de paon. Et c'était pareil pour le plafond, un peu plus tôt, le plafond du hall magique. Donc, c'est un détail que j'avais un peu zappé, mais en fait, la couleur du ministère dans les livres, ça a l'air d'être le bleu, voilà, une espèce de bleu profond, alors que les films ont décidé, en tout cas dans le 5e film, c'est un peu différent, c'est plutôt une dominante vert foncé avec ces carrelages là, je sais pas si vous avez le film en tête, ils ont décidé artistiquement ils sont partis sur un peu autre chose, une autre esthétique, mais au-delà de la différence, moi je trouve que c'est une scène plutôt réussie dans le 5. Moi de toute façon c'est une adaptation que j'aime plutôt bien le 5. On avait parlé du fait qu'il y avait Arthur, par exemple, on le voit dans le métro, ils ont juste, ça dure pas longtemps, c'est quelques secondes, mais au moins on voit ça. Et puis l'entrée de Arthur et Harry au ministère avec toute cette foule de sorciers, le côté prestigieux, il y a les statues, mais il y a aussi cette espèce de grande affiche, ce grand poster avec Cornelius Fudge qui regarde d'un air suffisant le hall et tous ces sorcières et sorciers qui entrent dans le ministère. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est une scène qui marque dans le film. Donc je trouve ça plutôt réussi. Arthur explique la raison de leur venue et l'employé du ministère passe alors une tige dorée tout le long du corps de Harry avant de lui demander d'une voix lasse sa baguette magique. Il la saisit et la place dans un instrument qui se met à vibrer avant de sortir une bande de parchemin sur lequel est écrit 27 cm et demi plume de phénix en usage depuis 4 ans. Non, rien. Harry affirme que c'est exact afin de pouvoir reprendre sa baguette. Je sais pas pourquoi je rigole. Putain. On est des gamins, c'est pas possible. Je crois qu'on a pensé à la même chose. Le objet qui vibre. Ah non, je pense que Jérémy il a pensé à autre chose, non? Non, mais c'est l'usage depuis 4 ans. Non, c'est ça? Non, rien. Non, j'ai vraiment. C'est le en usage depuis 4 ans qui me. Voilà, je veux pas faire la blague parce que du coup c'est Harry très jeune, mais voilà. Alors qu'il est en train de la lui donner, l'employé remarque le badge que porte Harry, puis son regard se dirige lentement vers son front. Monsieur Weasley dit alors « Merci Eric » dans ton ferme, avant de prendre Harry par l'épaule pour l'emmener en direction des grandes portes d'or. C'est le Eric. Ouais, j'aime bien ce truc. Bon, merci Eric. Mais ça m'a fait rire aussi de voir la version magique du détecteur de métaux. C'est le truc qu'on connaît, tu vois, pour les agents de sécurité. Bon, ils ont la même. Ils ont la version sorcière dans le monde magique. Légèrement bousculé par la foule, Harry suit Monsieur Weasley à travers les portes qui mènent à un hall plus petit. Devant eux, une vingtaine d'ascenseurs s'alignent derrière des grilles d'or. Ils rejoignent un groupe de sorciers qui attendent devant l'un d'eux.
À côté, un grand sorcier barbu tient une boîte en carton d'où s'échappent des petits crissements. C'est un certain Bob qui pense tenir entre ses mains une infraction à l'interdiction de l'élevage expérimental, soit un poulet cracheur de feu. À cet instant, un bruit de ferraille retentit et un ascenseur s'arrête devant eux. La grille dorée coulisse et M. Weasley entraîne Harry à l'intérieur. D'autres sorciers montent tour à tour, si bien qu'Harry se retrouve coincé tout au fond. Plusieurs sorcières et sorciers l'observent avec curiosité. Gêné, il baisse les yeux sur ses chaussures et rabat sa frange sur son front pour masquer sa cicatrice. Je tiens à préciser quand même que ce fameux Bob avec le poulet cracheur de feu, il est dans le film. Ils ont mis un Bob qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Guillermo del Toro. Et c'est pas lui ? Non, c'est pas lui. Hélas. C'est pas un caméo. J'aurais adoré. Sachant qu'il a failli réaliser un Harry Potter. Ouais, ça aurait été trop bien. À la place d'Alfonso Cuarón. Voilà, merci. En fait, on avait proposé à Guillermo del Toro de faire le 3, il avait refusé. Et ensuite, la Warner avait approché Alfonso Cuarón, je sais pas, il voulait absolument un réalisateur mexicain, je sais pas. Et Alfonso Cuarón, au début, il était pas chaud. Et c'est Guillermo del Toro qui lui a dit « Ah, mais t'es fou, il faut que tu le fasses !» Alors que lui, il venait de refuser quand même. C'est Guillermo. Guillermo. Pour ceux qui n'ont pas la ref, regardez What We Do in the Shadow. Une comédie sur les vampires très, très drôle. Ouais. Les acteurs sont très, très bons aussi. Guillermo. La grille se referme dans un claquement et l'ascenseur démarre lentement dans un cliquetis de chaînes. Une voix féminine familière résonne dans la cabine, celle qu'Harry avait entendue dans la cabine téléphonique. J'imagine l'ancienne voix de notre ascenseur à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Ah oui. 3e étage. C'était une voix de femme et ça faisait 3e étage. C'était un truc tout neuf et pourtant la voix, c'était la pire que j'ai jamais entendue. Elle était hyper traînante. Ouais, 3e étage. Je trouve ça, c'est un robot, mais ça la saoulait de nous annoncer les étages. J'en ai une aussi dans mon ascenseur, est vraiment plus froide que meurs. C'est vraiment, on descend. D'accord, ok, on va descendre. À vos ordres. Et donc, du coup, la voix annonce Niveau 7, département des jeux et sports magiques, siège des ligues britanniques et irlandaises de Quidditch, club officiel de Bavood, bureau des brevets saugrenouilles. Soit dit en passant, je vois bien quand même une voix en mode sorcière avoir des fois un ton hyper blasé si la voix est blasée aujourd'hui. Tu vois, alors ça peut changer. Rien n'est jamais pareil dans le monde de la magie. Tout est vivant. Les portes s'ouvrent sur un couloir à l'aspect douteux, dont les murs sont recouverts d'affiches d'équipes de Quidditch collées de travers. Un sorcier, les bras chargés de balais, se faufile hors de la cabine avant de disparaître dans le couloir. Les portes se referment et l'ascenseur tremble légèrement en redémarrant. Niveau 6, département des transports magiques, régie autonome des transports par cheminée, service de régulation de balais, office des portes au loin, centre d'essai de transplanage. J'imagine bien un truc comme ça. Les portes s'ouvrent à nouveau. 4 ou 5 sorcières descendent en compagnie d'un sorcier. Au même moment, plusieurs avions en papier s'engouffrent dans la cabine et se mettent à volter lentement au-dessus des passagers. Harry les observe. Il voit qu'ils sont violets pâles et portent les mots « Ministère de la magie » inscrits sur leurs ailes. Monsieur Weasley explique à Harry qu'il s'agit de notes de service. Elles sont utilisées à la place des hiboux qui laissaient trop de fientes partout. Le sorcier au poulet cracheur de feu descend au niveau du département de contrôle et de régulation des créatures magiques, section des animaux, êtres et esprits, bureau de liaison des gobelins et agence de conseil contre les nuisibles. Je comprends pourquoi la voix aussi elle est blasée, parce que c'est long. Les départements ont des titres à rallonge. Ouais, j'avoue. Juste parce que je pense qu'il y a les départements, il y a 7 grands départements, mais après il y a tout ce qui est bureau, en fait. C'est pour ça que la voix précise tout, tu vois. Bah oui, c'est ça, ouais. Même si je me suis fait la réflexion qu'elle précise pas, par contre, le bureau de Arthur Weasley. Non, mais je pense qu'elle... c'est vraiment le nom du département. Ouais. Ah, tu penses que c'est le nom complet du département ? Bah, je pense. Non, parce que bureau de liaison des gobelins, je pense que c'est un bureau. Ah ouais, oui. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon. Je sais pas, ouais, je sais pas. Par contre, je peux dire un truc... Non. Vrai. Ok. On s'emballe. L'ascenseur poursuit ça. Je fais ça de non, mais en vrai, c'est pas important que ce soit maintenant. Mais j'ai remarqué un truc pour la première fois. Je suis un peu peut-être honteux parce que c'est quand même des livres que j'ai lus plusieurs fois. Et en même temps, c'est logique. C'est la première fois que je remarque qu'en fait, comme l'ascenseur, il monte vers la Terre, en fait, les étages, ils sont à l'envers. Mm-hmm. Ok, bah, en relisant, je fais...
J'avais jamais remarqué qu'on commence par l'étage 7, puis le 6, puis le 5. Puis, alors, tu vois, c'est dans le sens inverse, en fait. Voilà, je me suis posé la question aussi quand j'ai préparé un peu le chapitre, c'est vraiment dans quel sens, du coup, étaient les étages. Du coup, ça fait un peu bugger, ouais. Descendre de fou. Enfin, voilà. Ouais. Dans la cabine téléphonique, l'entrée des visiteurs, c'est pour ça que c'est super long, parce que le ministère est profond dans la terre, c'est super bas. Et en fait, l'ascenseur, ensuite, en fait, tu descends pas plus bas, mais en fait, tu remontes vers la terre. Donc, non. Si. Ah bon? Bah si, parce que par exemple, Arthur qui se trouve tout en haut, eh ben, en fait, il est à l'étage numéro 1. Si. Bah, donc toi, tu t'étais... Pareil, t'as pas fait attention, mais je te jure que en fait, c'est à l'envers, quoi. Bah pour moi, il descend encore plus profondément dans la terre. Non, l'ascenseur, il monte. C'est logique. En fait, genre, quand ils prennent la cabine, ils descendent vraiment ce qui serait le 0 pour nous. Et après, ils remontent tout en restant sous terre. C'est un peu con, ça serait plus logique de faire le reste, non? Bah, c'est un peu bête pour au lieu de perdre du temps de tout redescendre pour tout remonter, non? Ouais, mais c'est que pour les visiteurs, je pense. Parce qu'en vrai, quand tu transplanes ou quand tu prends la poutre de cheminée, ça fait aucune différence. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais de toute façon, j'ai vérifié parce que mais c'est bizarre, les étages, ils sont à l'envers. Mais bah oui, parce qu'en fait, l'ascenseur, il monte, il descend pas. T'es sûr de toi? Ah bah oui. Ok, d'accord. Ouais, vachement confiance, là. Ah bon? Non, pour moi, non, je suis pas la seule à bugger. Pour moi, ils descendent vers le 0. Mais attendez. Pour moi, ils continuent à descendre sous terre. Mais après, je peux me tromper. Je suis pas infaillible. On va vérifier, les amis, on est là pour ça, hein. Dites-nous dans le chat. L'étage d'Arthur, c'est le combien? Pardon, Marina. Celui-là d'Arthur, je crois que c'est le 1. C'est pas le 2, service de détournement de la dynamo. J'ai pas mis. Ah oui, le 2, pardon, c'est là qu'on descend. Merci, Eric. Dans un bruit de fer. Gris soit fermé, l'ascenseur monta lentement dans un cliquetis de chaînes. En fait, il monte. Ils sont au niveau du hall. Vas-y, refais ta petite voix insupportable. En fait, il monte. Il a eu le regard aussi, hein. Il a vraiment fait un. En fait, il monte. Là, c'est écrit là. Ah non, mais moi, parce que pareil, en fait, par instinct, tu te dis, en fait, c'est sous terre, donc ils vont descendre encore plus profondément. Bah non. Tu me refais ton ton condescendant comme hier soir quand tu m'as rectifié sur Bloodguard. Parce que t'es en train de lire un livre qui s'appelle Bloodguard. Et j'ai pas compris. Et je dis Bloodguard en fait tout le temps. J'ai pas compris parce que il fait, tu dis comment? Je dis Bloodguard. Il fait Bloodguard. Non, arrête, j'ai pas dit ça comme ça. C'est pas Harry Potter, c'est Harry Potter. C'est ça, les gens, quand ils sont fluents, ça parle même pas. Hein. C'est insupportable. C'est insupportable. Et tu l'as entendu toi-même, le truc. Et j'étais too much. Peut-être un peu. Un peu. Non, mais parce que, genre, le mot blood, il m'a marqué parce que quand j'étais en Angleterre, un jour, j'ai dit blood parce que voilà, tu vois, par instinct, beaucoup de francophones vont dire ça. Et en fait, vraiment, ils te comprennent pas. Genre, je fais, blood. Machin. Ah, blood! Et j'étais là. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ils comprennent pas si on dit, voilà. Entre nous, ça va, tu me comprenais. Ok, comme Marina. Ils sont Harry Potter et son Harry Potter. Harry Potter. L'ascenseur poursuit. En fait, je l'ai noté, mais pour moi, dans ma tête, parce que j'ai noté l'ascenseur poursuit sa montée et s'arrête au département des accidents magiques. Ouais. Presque tous les passagers en sortent, ne laissant plus que Monsieur Weasley, Harry et une sorcière absorbés dans la lecture d'un parchemin qui paraissait interminable. Lorsque la voix annonce le niveau 2, département de la justice magique, service des usages abusifs de la magie, quartier général des horreurs, service administratif du Magin Magot, Monsieur Weasley entraîne Harry hors de la cabine et le guide à travers un couloir aux nombreuses portes. Harry s'arrête devant les fenêtres baignées de lumière et demande s'ils sont toujours sous terre. Monsieur Weasley explique que les fenêtres sont enchantées et qu'un service du ministère contrôle la météo. Il plaisante sur une grève où des ouragans avaient été imposés pendant 2 mois en réclamation d'une augmentation de salaire. C'est marrant, ça. Ouais. Ça me fait penser à Hunger Games, où en fait, ils changent avec la télécommande, une espèce d'écran / fenêtre. Je trouve ça vraiment trop, trop cool. Un peu comme... Alors, je sais pas si Marina, tu lis beaucoup, mais souvent j'aime bien mettre une ambiance sur la télé. Ça, c'est Jérémy qui fait ça. Ouais. Quand il prépare l'émission, quand il lit et tout.
En fait, j'aime bien, je pense, ce genre d'ambiance. Je me sentirais pas claustro dans le ministère. Je trouve ça plutôt cool de pouvoir contrôler la météo. Et des fois, si t'es dans un mood, tu veux de la lumière du soleil ou si tu veux qu'il pleuve. Ouais, c'est cool. C'est peut-être les appartements du futur, tu vois, de pouvoir contrôler. Moi, ça me fait penser à la théorie du complot, où des gens pensent que les gouvernements contrôlent la météo. Qu'on est sous un dôme. Non, en fait, ça serait parce qu'en fait, il y a des années, je crois que ça s'appelle le projet HARP, ils ont installé des sortes de très grosses paraboles pour je sais plus quoi, pour étudier je ne sais plus quoi, enfin bref. Et il y en a qui pensent que c'est pour contrôler la météo, en fait. Oui, c'est comme les chemtrails derrière les avions. Ouais, c'est ça. Ouais. On est un peu sur le même Ça m'a fait penser à ça. Il y a l'elfe dans le chat qui dit « Magen Mago, je suis la seule à bugger. » Alors, faut qu'on se mette d'accord. Comment on prononce ce mot du diable? Pourquoi c'est Magen Mago? Toi, tu dis Magen Mago, mais le truc, c'est que ça fait partie de ces mots qui n'ont pas été traduits par Jean-François Ménard. Donc, en fait, pourquoi on dit pas ça? En anglais, ils vont dire. Vas-y, en anglais, comment ils disent? Non, mais en anglais, je crois qu'ils disent Magen Magot. Là, je l'ai dit en. Tiens, non, du coup, ouais, même tu prononces le T à la fin, mais c'est juste, faut qu'on se mette d'accord sur comment on le dit. Vas-y, avec l'accent, comment on le dit? Magen Magat. Non, je sais, mais non, je saurais même pas trop le dire avec l'accent, je sais pas trop. Mais Cornelius Justfeld le dit, je crois, justement, à l'audience d'Harry. Il parle des sorciers du Magen Mago. Ouais. Il le dit comme ça, de mémoire, dans le film, en tout cas. Dans le film, ça, Laura? En VF? Il me semble, ouais. Laura, ouais. Tu le dis comme ça? Moi, je dis comme ça, ouais. Magen Mago? Mais justement, je pense via des films, en fait. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui disent Magen Magot? Non, bah moi je dis Magen Magot. Magen Magot? Parce que je pense que c'est en anglais, je me demande si c'est pas ça qu'ils disent. Ouais, parce que tu es fluente. Ah, donc, du coup, mais voilà, mais... ça, okay. Bah, Jean-François Ménard nous a pas fait un cadeau à ne pas traduire ce mot quand même. Là, bah pour non, le coup... mais en bonne français, je dis Magen Mago. Bah, on dit... Ouais, je vais avoir du mal à dire Magen Mago. Bah toi, tu seras Magen Mago, moi ça restera le Magen Magot. Voilà. Sorry. Sorry, not sorry. Magen Magot. Ouais, Shoni, moi je suis de cette team. Bah désolé, je dis Magen Mago. Choisissez votre team, les gens. On changera pas nos habitudes. Comme Dumbledore. Dumbledore. Il y a des choses qu'on peut pas changer. Il y a des choses qui sortiront jamais. Ouais. Ils atteignent enfin le quartier général des horreurs. Non, je plaisante, des horreurs. Une vaste salle animée où des notes volantes fusent dans tous les sens. Harry observe les bureaux encombrés de photos de Sirius. Il y a des murs entiers de photos de Sirius. Il explique même qu'il y a la photo où il est témoin du mariage de ses parents et tout. Enfin, je pense qu'il y a toute sa vie de coller sur les murs, en fait. C'est trop bizarre d'avoir des photos intimes du mariage. En plus, là, pour le coup, c'est le mariage d'Harry, donc c'est lui qui le voit. C'est encore plus cringe de voir des photos de son parrain dans un moment intime de la vie de ses parents. C'est très spécial, je trouve. Et je me demandais un truc pour avoir ces photos. Est-ce que, du coup, il y a des gens de l'Ordre de Phénix qui ont donné leurs propres photos pour ce mur-là? Je sais pas pourquoi je me posais cette question. Bah, ouais, sans doute, parce que moi, la réflexion que je me suis fait aussi, c'est que le roleplay, notamment pour Shacklebolt, il doit pas être évident au quotidien, parce que lui, il est le chef des aurores. Attends, on va en parler. Pardon. Par rapport à Sirius? Oui, et puis par rapport à Arthur Weasley? Non, par rapport à Sirius. Parce que, en fait, justement, tout l'intérêt d'avoir un Shacklebolt dans l'Ordre du Phénix, c'est que, bah, en fait, il peut contrôler les aurores qui sont pas dans l'Ordre du Phénix, il peut contrôler comment avance leur enquête et tout, parce que Shacklebolt, bah, évidemment, il sait que Sirius est innocent, il collabore avec dans l'Ordre du Phénix tous les jours, et du coup, bah, c'est important de voir où ils en sont pour pas qu'ils le trouvent. Je pense qu'ils les mettent vers des fausses pistes, justement, tu vois, parce que voilà. Bah là, du coup, on va aussi en parler de fausses pistes et tout. Mais ça doit pas être évident parce que, en gros, tu passes ton temps, par exemple, pour un Shacklebolt passe son temps à jouer la comédie, en fait. Et ça doit pas être évident. Après, depuis récemment. Bah oui, depuis récemment, oui, c'est vrai. Depuis récemment. Et justement, Harry aperçoit Kingsley Shacklebolt qui discute avec une sorcière borgne. Lorsque Monsieur Weasley l'approche, Kingsley fait une relation strictement professionnelle et limite tendue quand même. Hein. Ah oui, dans le roleplay justement. Ouais. Il lui tend une liasse de parchemin concernant des véhicules moldus volants, suspectant que Sirius Black pourrait encore utiliser, je cite, sa motocyclette. On sent le côté années 90 là peut-être.
D'un clin d'œil appuyé, il glisse à Harry un magazine en précisant qu'il pourrait intéresser Sirius. Tu vois, rien que de faire ça, c'est risqué et tout. Enfin, ça doit être chiant parce que, genre, il y a des aurores juste à côté. Il faut absolument pas qu'ils tombent sur cette discussion, quoi. Carrément. Plutôt, j'ai dit tendu parce que Kingsley reproche à Arthur l'envoi en retard du rapport sur les larmes à feu. Ouais. Et ça me fait trop rire parce que du coup, Monsieur Weasley lui rétorque, mais en fait, si t'avais lu mon rapport, tu saurais que c'est les armes à feu et pas les larmes à feu. On plaisante sur l'anglais et l'accent, mais j'ai pas été voir en anglais c'est quoi le jeu de mots. Tu me déçois. J'ai oublié. Ah bah bravo. Dans le chat, peut-être qu'ils vont regarder. Si vous l'avez, ce petit jeu de mots. Arme, larme. Je ne sais pas. Gun. Ouais, je pense que c'est peut-être... Je me demande si c'est pas entre gun et gum. Ah. Du coup, le jeu de mots en anglais. Firegum. Peut-être Firegum ou Firegun. Ouais, je sais pas s'il y a un jeu de mots comme ça. J'ai l'impression d'avoir un souvenir de cette manière. Monsieur Weasley et Harry quittent ensuite la salle et traversent plusieurs couloirs avant d'arriver à son bureau exigu du service des détournements de l'artisanat moldu. L'espace est minuscule, encombré d'armoires et de piles de dossiers prêtes à s'effondrer. Harry y découvre des affiches de voitures moldues, des dessins de boîtes à lettres et un schéma électrique. Il y a aussi un vieux toaster tremblotant et une paire de gants en cuir animé, vachement flippant je trouve, qui trône sur une pile de documents. Une photo de la famille Weasley est posée sur le bureau, mais il est précisé que Percy en a disparu. Préciser aussi que le placard à balai qui se trouve à côté du bureau est plus grand que le bureau en lui-même. Mais pour le personnage de Percy qui a disparu de la photo, est-ce que du coup les personnages animés de la photo sont connectés aux âmes des vrais humains pour du coup suivre l'humeur de la personne? Ça m'étonnerait que ce soit Monsieur Weasley qui virait son fils de la photo. C'est exactement ce que j'ai noté dans mes notes. Ça voudrait dire que les personnages photographiés sont reliés aux émotions et sentiments des personnages actuels. Bah ouais. C'est très particulier du coup. Parce que ça m'étonnerait que Arthur Weasley ait viré Percy de la photo. Ouais, et puis ça marche pas tout le temps parce que il me semble que Harry, il a déjà vu une photo de Peter Pettigrew par exemple, qui est toujours dans le cadre. Il y a pas ça dans le carnet que lui offre Hagrid à la fin du 1 ? Je crois qu'il voit Peter Pettigrew. Puis il y a la photo que Maugrey donne à Harry aussi avec Lord. Ouais. Il me semble. Ouais. Et il y a Peter Pettigrew dessus, je crois, de mémoire. C'est pas forcément toujours connecté. Il y a peut-être d'autres contre-exemples, je sais plus, mais... Dans mon imaginaire, ça capturait l'émotion du personnage sur l'instant, en fait, de la photo. Ouais, moi aussi. Et a priori, ils étaient plutôt heureux sur le moment d'être en vacances. Donc, Après, on peut imaginer que c'est Arthur qui l'a enlevé. Bah, je sais pas, ça m'étonne d'Arthur quand même, non? Je sais pas. Parce que je pense que tu peux enlever quelqu'un d'une photo. Je pense que tu peux lui dire d'aller prendre une pause, non? Je sais pas, d'aller dans d'autres portraits. Tu lui dis, j'ai pas envie de te voir, hop. C'est horrible. Il y a pas, alors c'est dans les films, mais il y a Rusard alors c'est avec les peintures, tu sais, qui bouge les peintures comme ça pour les faire dégager. Ah oui. Oui, c'est vrai, il a peut-être fait pareil, Arthur, avec la photo de sa famille. On a la réponse pour le jeu de mots. Dans les livres anglais, c'est Fire Leg vs Fire Arm. Ah oui, Arm Leg. Ok, d'accord. Bras, ok. Il appelle ça des Fire Legs. Bah, je préfère le jeu de mots en français. Du coup. Après, c'est peut-être parce que je suis pas anglophone. Des larmes à feu. Bah, le truc qui marche pas trop avec le jeu de mots en français, c'est que le mot arme, il existe même pour les sorciers, en fait. Donc, il paraît vraiment bête, Shacklepot, quoi. C'est juste ça. Mais oui, après, bon. Le jeu de mots en anglais est pas terrible de base, donc on va pas attendre un truc exceptionnel de la part du traducteur. Alors que Monsieur Weasley feuillette le magazine donné par Kingsley, qui est ni plus ni moins le chicaneur, une note volante atterrit sur le toaster. Ça m'a fait rire parce que je me dis, parce qu'il a dit, tiens, donne le magazine, ça fera rire Sirius. Il trouvera ça marrant. Qu'est-ce qu'il y avait dans le chicaneur pour faire rire Sirius? On l'apprend après, je crois. Hein. Oui. Dans le chapitre après? Ou genre, Sirius, c'est un chanteur ou je sais plus trop quoi. Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose, oui. Mais... C'est un article que lit Luna Lovegood dans le Poudlard Express. On peut imaginer que c'est le même numéro du chicaneur, ouais. En gros, il y a des théories farfelues sur Sirius. Ouais. Donc, Arthur déplie la note et annonce à Harry qu'un 3e cas de toilette régurgitante a été signalé à Bethnal Green. Il lui explique qu'il s'agit d'un mauvais tour d'anti-moldu,
où les toilettes rejettent leur contenu au lieu de s'évacuer. Les moldus appellent alors leurs plombiers qui ne comprennent rien à ce qui se passe. C'est horrible. Hein, j'ai noté un truc là, parce que je crois qu'il dit plumier et il dit pas plombier. Oui. Et je me suis dit, c'est fou quand même, parce que Arthur Weasley a l'air d'être un énorme fan des moldus, c'est quand même son métier. Et j'ai un peu fait le parallèle avec vous, par exemple, qui êtes fan d'Harry Potter comme nous. C'est-à-dire que nous, on va décortiquer le moindre petit mot jusqu'à la nomenclature, etc. Et lui, il a des affiches de prises électriques, etc. Nous, on peut avoir aussi des posters Harry Potter, mais par contre, il n'est pas foutu de retenir plombier. Et il dit plumier. Oui, surtout qu'il doit être au contact de... Ouais. Bah ouais, de fou. Il travaille tous les jours avec des moldus normalement, donc c'est vraiment le faire passer pour un... Je pense que c'est plus... Ouais, je pense que c'est plus sous forme de blague. C'est que les sorciers, ils sont... Ouais, ils arrivent à rien retenir du monde des moldus. Ils savent pas s'habiller, ils savent pas mettre un jean, alors que c'est quand même la base. Ouais, c'est tourné un peu en ridicule à chaque fois. Les toilettes régurgitantes, ça m'a fait penser à une scène qui m'a traumatisée dans Parasite. Alors que... Ah oui, ouais. Alors que, enfin, c'est pas une des scènes les plus traumatisantes, mais pourtant, celle-là, il y a une scène de toilette qui régurgite dans Parasite, dans le film de Bong Joon-ho, c'est ça? Et... Ça me fait penser à cette scène. À chaque fois, j'ai en tête, je sais pas si vous avez vu le film, mais je pense que vous verrez de quoi je parle. En ce moment, il y a son dernier film, là, Mikey 17, qui est sorti avec Robert Pattinson. Au moment où on enregistre. Excellent réalisateur. Et Parasite. Et je vous conseille de ne pas regarder Parasite si vous êtes un peu sous pression en ce moment. C'est alors qu'un vieil homme Perkins entre précipitamment et annonce une nouvelle alarmante. L'audience d'Harry a été avancée à 8h et déplacée dans une ancienne salle d'audience qui n'est plus utilisée depuis longtemps. Monsieur Weasley, paniqué, se précipite hors du bureau avec Harry sur ses talons. Traversant le quartier des Aurores sous les regards surpris, ils atteignent les ascenseurs. Monsieur Weasley s'impatiente, martelant le bouton du niveau 9 à chaque arrêt. Une fois arrivé, il se retrouve dans un couloir sombre et austère. Monsieur Weasley entraîne Harry vers un escalier et dévale les marches à toute vitesse. L'ambiance devient de plus en plus oppressante alors qu'il s'avance dans un corridor de pierre brute éclairé par des torches. Finalement, ils atteignent une porte massive en bois. Essoufflé, Monsieur Weasley s'arrête et annonce qu'il ne peut pas aller plus loin. Il souhaite bonne chance à Harry qui, le cœur battant, pousse la lourde porte pour pénétrer dans la salle d'audience. C'est une fin de chapitre, 101e fin de chapitre. Merci Marina, merci Laura de nous avoir accompagnés. Thank you, Jeremiah. Thank you to the Mag and Maggot. Un truc, on ne s'est pas trop arrêté là-dessus, mais sur les toilettes régurgitantes, genre t'es quel type de sorcier quand même pour genre utiliser ta magie et faire ce genre de prank dégueu. C'est pas un prank. Il dit que c'est une ligue anti-moldu. C'est malveillant, quoi. Ouais. C'est des attentats, quoi. Bah ouais. C'est des explosions. En fait, c'est du terrorisme. C'est genre vouloir terroriser c'est ça, d'autres personnes, quoi. Mais ça reste de prank, parce que tu sais, on n'est pas sur de la... Tu sais, on n'est pas là pour les blesser ou pour les tuer, on est là pour... Voilà, vous avez compris. Donc, les humilier, quoi. Ouais, c'est les humilier, mais genre, c'est qui ces sorciers qui font ça, quoi? Des Lucius Malfoy, peut-être. Oui, ça baisserait pas à ça. Ah, je sais pas. Ouais. J'aimerais bien connaître leur enquête un peu, avoir le dossier, qui fait ça, quoi. Est-ce que c'est des Mondingus Fletcher un peu, un peu extrêmes? J'aime bien. Moi, c'est un peu comme les zigotos qu'on peut avoir, transphobes, xénophobes, qu'on peut avoir. Elle est partie. Ouais, parce que je pense qu'elle a vu le message de Tel Perion dans le chat. Ça peut blesser si la crotte est dure. Merci, on a la commu qu'on mérite. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Pardon. Non, mais c'est vrai que ça peut être dangereux. C'est hyper imagé. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Puis ça se régurgite, genre à quelle vitesse, tu vois? Genre, c'est quoi la puissance du blast? Du jet. Ouais, les bullies mettent les têtes dans les toilettes, là ils font l'inverse, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est genre vraiment, t'as rien d'autre à faire en tant que sorcier ou sorcière.
Ouais, c'est hyper triste. En fait, le travail d'Arthur, il est hyper triste parce qu'il doit gérer au quotidien des méfaits et en plus, de sorciers qui n'ont rien d'autre à faire que ça. Un métier qui est dénigré par sa communauté, en plus. Oui, en plus. Alors que vraiment, c'est hyper important parce que si on veut la paix entre les communautés, et puis surtout si les sorciers veulent continuer à vivre dans le secret, il faut chasser ces sorcières et ces sorciers-là qui nuisent aux moldus, quoi, parce que ça met en péril le secret magique, quoi, et la paix, en fait, tout simplement. Quoi? La crotte dure. À tout moment, tu parles avec un cocard. Ouais. Non, mais il faut pas dire une crotte dure à Marina. Vous êtes au courant de ça. C'est des mots, il faut pas les mettre les uns après les autres. C'est pas possible. Bon, est-ce qu'il y a un personnage et bonjour à tous ceux qui nous découvrent en ce moment, bien sûr, en direct sur Twitch, bien sûr. Ouais. Ça se trouve, parmi la 60aine de personnes, il y en a qui connaissent pas, qui sont tombés là, qui écoutent par curiosité. Et là, on parle de crotte dure quand même. C'est comme ça, c'est la vie. Et on sera toujours fichés toute notre vie, genre non mais Twitch c'est vraiment n'importe quoi. Une fois je suis tombée sur un live, ils étaient en train de parler de crotte dure et d'Harry Potter. Non mais franchement, il y en a qui ont rien d'autre à foutre dans leur vie, quoi. Apparemment ils ont fait déjà plus de 100 épisodes, tu te rends compte? La loser. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a particulièrement marqué dans ce chapitre? S'il y en a un ou une que vous deviez sélectionner, ça serait qui? Laura, toi, est-ce que tu as fait une petite sélection ou pas? Moi, je suis partie sur Arthur Weasley et son fanatisme pour les moldus. Voilà, et son petit côté émerveillement, j'arrive dans le monde des moldus alors qu'il est dans le métro. Je trouve que c'est une super belle qualité. Tout pareil que toi, moi aussi. Après, je l'ai un peu dit, mais ouais, Arthur, 100%. Je trouve que c'est lui qui brille dans le chapitre. Toi, Marina, je sais pas si... La crotte dure. Ça nous a dit dans le chat, méfait s'accomplit. Non, mais vous êtes inspirés cet après-midi. Hein. De toute façon, il y a une règle d'or dans le chat. Les gens dans le chat sont toujours meilleurs que toi. Ils ont toujours une meilleure répartie que toi et vous le prouvez. Non, mais là, je pouvais pas ignorer ce message. C'était pas possible. Méfait s'accomplit. Méfait s'accomplit, ça va rester. Hein. J'annonce. Vraiment. Franchement, j'annule mon renommage. Ils ont tué le game, là. J'ai oublié de faire le renommage. Voilà. Au bout de 100 épisodes. Non, alors. Et moi, oui, personnage du coup, ouais. Et c'est Kingsley. Parce que comme tu l'as dit, il a un rôle pas facile, tu vois, et il doit tout le temps, depuis récemment quand même jouer un rôle avec Arthur et passer un peu pour le méchant avec Arthur, tu vois. Et puis je peux vous faire une confidence entre nous. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Vas-y. Non. Vas-y. Bon, t'as un petit crush? Oui. Il te tornonne un peu? Ouais. Okay. J'en étais sûr. En fait, l'acteur, vraiment, dans les films, du coup, je l'ai bien assimilé dans les livres. Et tu l'as bien assimilé. Il est très séduisant. Donc, je veux bien qu'il ait une relation strictement professionnelle et un peu tendue avec moi. Je voulais pas faire un jeu de mots comme ça. Il n'y avait pas de double sens à la base. Je m'arrête. Voilà. Il a une prestance. L'acteur, il interprète très bien le personnage. Ah ouais, de fou. Il a une voix grave en anglais, en français, je sais pas trop, mais... Ouais. Et puis d'ailleurs, même dans le livre, il inspire confiance parce que on avait évoqué ce truc-là où même Vernon Dursley, il l'a vu à la télé parce qu'en fait, il est, c'est une taupe, entre guillemets, au sein du ministère Moldu. Il gère la sécurité du premier ministre Moldu. Et donc, du coup, même Vernon Dursley le connaît, il l'apprécie quand il apprend que c'est un sorcier, évidemment. C'est un choc. Mais, ok. Kingsley Shacklebolt. Son costume aussi dans les films. Ouais, trop beau. Ouais. Il le met bien en valeur et tout. Trop cool. Non, mais c'était pas... Donc à chaque fois qu'il y aura Kingsley Shacklebolt, on saura qui. Non, c'est vrai que c'est un personnage très cool. Puis c'est quand même le futur ministre de la magie. C'est lui qui reprendra les rênes du ministère post-guerre. C'est pas n'importe qui quand même. Et du coup, renommage, est-ce qu'on a le chat est meilleur que nous, évidemment, mais... Bah oui, moi je vais prendre un truc du chat. Ok. Donner une idée. Méfaits accomplis, c'est déjà pas mal. Laura, est-ce que toi, t'as un renommage ou pas? Ouais, je suis pas hyper fan. Puis en plus, du coup, il marche pas vu la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Mais c'était Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 7.
descente aux enfers. Ah oui, bah du coup. Oui, mais on descend quand même, ça va. Ouais, on est quand même. Ils sont quand même descendus. Oui, ils sont descendus. Il faut bien descendre pour pouvoir remonter. Donc oui. Et du coup, toi, t'as renommé, Jam ? Ouais. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 7. Métro, boulot, dodo. Parce qu'on a les trois, en fait. On a le dodo au début, le métro, le boulot. Métro, boulot, dodo. Oui, c'est nul. On se lave pas, quoi. On se lave pas. Oui. Par contre, on se lave pas, évidemment. Et toi, Marina, est-ce que... Moi, je piquais le titre de Delperion du chat. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 7, 7 pieds sous terre. Ah, mais c'est 6 pieds. Pourquoi 7 pieds? Ouais, mais c'est 6 pieds sous terre. Ouais, mais parce qu'il y a 7 niveaux. Il y a 7 niveaux, ouais. 7 pieds sous terre. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, vous êtes fort, la vache. Ouais. Oh là là. C'est plus fort que nous. Il n'y en a pas 9 des niveaux, parce que moi j'ai noté que le département des mystères et les salles d'audience, du coup. Ah, t'as raison. Sont au niveau 9 de mémoire. Oui, parce qu'ils sont en dessous de l'atrium. Donc, effectivement, il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a 7 en hauteur, mais du coup, il y a des. Tiens, Delperion, tu nous donnes un titre, mais en plus, tu te trompes. Non, mais bravo. Bravo. Oui, il y avait Harry Potter aussi. Ça marchait, évidemment. Est-ce qu'on passe à la volière, du coup, avec les messages des auditeurs? Non, 7 départements. Il y a 7 départements, mais. Ouais. Mais au niveau des étages, je sais pas, mais il y a 7 départements. Au niveau des étages, je crois qu'il y en a pas, il y en a un peu plus que 7. Donc. En plus, est-ce qu'en Angleterre, ils comptent le rez-de-chaussée comme un étage, comme aux États-Unis? Ah oui, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Oui, c'est ça. First floor. Alors que tu es au rez-de-chaussée. C'est pour ça que les Américains, ils bug en France quand on dit premier étage. Pour eux, s'ils sont rez-de-chaussée, ils sont déjà arrivés, en fait. Oui, je crois que c'est un truc américain, ça. Je sais pas si en Angleterre, ils ont pareil ou pas. Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour vos suggestions de titres de chapitres. C'est très marrant. Vous êtes très inspirés. On passe à la volière? C'est parti pour les hiboux. C'était pas mon meilleur lancement, je l'ai senti dans le regard de Marina, mais c'est pas grave. On écoute le premier hibou de cette volière. On va écouter Alice. C'est parti. Bonjour la fréquence, c'est Alice. C'est la première fois que j'envoie un message et je rebondis sur l'épisode que j'ai écouté ce matin à propos de votre discussion sur le miroir de Sirius. Parce que c'est vrai que c'est un gros coup dur, cette fin de livre. En tout cas, pour moi, c'est une de mes premières expériences vraiment... Enfin, ça préfigure toutes les autres morts dans Harry Potter. Voilà. C'est un truc que j'arrive pas à m'en remettre toujours. Et du coup, voilà, je me faisais la réflexion en vous écoutant, c'est à se demander pourquoi même l'existence de ce fragment de miroir au début du livre, pourquoi on nous en parle s'il ne sert jamais à rien, à part juste montrer que aussi Harry fait des erreurs, ou peut-être juste pour nous rendre justement hyper rageux à la fin. Voilà, j'en sais rien, je sais pas ce que vous en pensez. Eh ben, à bientôt et merci encore pour tout ce que vous faites. Merci pour vos émissions, c'est super. Merci Alice pour ta question. Ça, tu l'as sélectionnée pour toi, cette question. Oui, j'aime bien me plaindre de ça, mais on va pas être très long. Mais... J'ai reconnu. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir de voir que je suis pas le seul parce que c'est vrai que globalement, je trouve que l'écriture de Harry Potter est absolument géniale, très précise, avec beaucoup d'effets d'annonce et tout. Enfin, c'est brillant. Et à la relecture, en faisant un podcast où on s'arrête vraiment chapitre par chapitre, je me rends de plus en plus compte. Force est de constater quand même que ce miroir, c'est un truc que j'aime pas trop. J'en ai déjà parlé. Donc, en fait, j'arriverai pas à répondre à la question d'Alice parce que, en gros, pourquoi on nous parle du miroir dans le tome 5? Bah, pourquoi tu parles? Pourquoi t'as choisi le... Non, mais je veux dire, c'est un mystère pour moi aussi parce que, oui, c'est source de frustration parce que Harry, il y pense pas. Alors que ça aurait sauvé Sirius s'il y avait pensé. Et c'est aussi source de frustration de lecteur, parce que, et ça on l'avait déjà dit, mais en fait quand il le retrouve, le miroir, à la fin du 5, en fait il cherche juste à l'utiliser pour communiquer avec le fantôme de Sirius. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et le truc qui moi me frustre en tant que lecteur, c'est que je comprends pas que ça soit un moteur de plus pour créer de la culpabilité chez Harry. Pour moi, c'est un défaut d'écriture ici. C'est-à-dire qu'en retrouvant le miroir, son premier réflexe pour moi, hein, on peut peut-être avoir un avis différent, mais pour moi, ça serait de ressentir une culpabilité énorme de ne pas y avoir pensé.
Or, tout de suite, il se dit « Ah, bah, je vais pouvoir discuter avec lui ». Ce qui, pour moi, psychologiquement, j'ai du mal à trouver ça correct. Après, le truc, c'est que pour moi, c'est pas dans le bon ordre. Nous aussi, en tant que lecteur, on a oublié le miroir, tu vois, tout comme Harry. Oui, ça, par contre, oui. Oui, on peut l'oublier, en tout cas. Moi, je me souviens très bien que je n'avais pas pensé. À aucun moment, dans mes premières lectures, je me suis dit « Ah, mais il peut prendre le miroir pour communiquer avec Sirius. Hein. » Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis mais, non, mais tu vois, un truc qui est un peu moche, c'est qu'en fait, il pense à utiliser le couteau là, qui ouvre toutes les serrures, mais il pense pas à utiliser le miroir. C'est-à-dire qu'il a une mémoire un peu sélective comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'autrice qui a une mémoire sélective aussi. Alors, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Je viens de penser à autre chose, mais c'est vrai que du coup, pour moi, ça renforce juste le côté très Gryffondor de Harry, qui est vraiment, je réagis à l'instinct, à l'émotionnel, et du coup, il va direct vouloir sauver son parrain, ce qui rend la chose encore plus cruelle, parce que justement, il était à ça de vivre avec un vrai parent. Et pour moi, s'il est amené ici, c'est aussi parce qu'il va être amené plus tard avec Belfort, pour son sauvetage, en fait, de mémoire. C'est l'outil qui va un peu le sauver quand il va être chez les Malfoy. Mais ça accentue juste le côté très cruel, en fait, de cette mort, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. C'est un truc manqué, je trouve, à la fin du 5. C'est que l'émotion de Harry, on l'a pas. On a juste sa frustration. Ce miroir qu'il m'a offert, du coup, il marche pas. Alors que même s'il est passé à travers le voile, je suis sûr que je pourrais communiquer avec. Donc après, il va aller chercher le fantôme de Poudlard. Mais je sais pas, moi, il y a un truc en mode ce miroir, ça devrait le mettre face à sa propre erreur. Et en plus, il y aurait eu un truc sympa parce que c'est un miroir, donc ça le reflète lui. Et ouais. Mais je sais pas, dans le chat, ils disent qu'il l'a déballé au dernier moment, qu'il savait pas que c'était un miroir. Parce qu'en tant que lecteur, on ne sait pas qu'il y a un miroir. Conclusion, déballez vos cadeaux. Alors oui, mais et plus tard, mais Harry ne savait pas qu'il avait le miroir car il était emballé. Il pensait que c'était quelque chose d'autre qui mettait Sirius en danger. En gros, Harry, il sait pas concrètement que c'est un miroir. Par contre, il sait que c'est un moyen de communiquer avec Sirius. Parce que Sirius lui offre comme ça, en fait. Il lui dit, prends ça parce que si tu as besoin de communiquer avec moi, c'est ce qu'on utilisait avec ton père quand on était collés à deux endroits différents. On utilisait ça pour communiquer l'un avec l'autre. Donc, il sait pas que c'est un miroir, mais il sait que c'est un moyen de communication avec Sirius. Bon, ça change pas grand-chose pour moi. Oui, c'est quand même un truc qu'il a raté, Harry. C'est vrai que c'est un moyen de communication. Ouais, voilà. Après, ça reste très abstrait quand même. Oui. Qu'il avait ouvert. C'est l'ancien FaceTime, en fait. Oui, mais comme tu le dis, Laura, si on devait vraiment lui donner une fonction à ce miroir, en tout cas, pourquoi il nous est présenté dans le tome 5, même si, à mon avis, il nous est mal présenté, c'est parce qu'il va y avoir une utilité plus tard. Chose qu'ont complètement raté les films, parce que dans le film, on va pas y revenir. Mais Harry, il sort ça de nulle part. Il arrive comme ça. Et ça choque personne. Donc, c'est pour ça que tout est raté autour de ce miroir. Pour moi, c'est raté dans le film, c'est raté dans le livre aussi. Et c'est peut-être raté dans le film parce que c'est raté dans le livre. Désolé, moi c'est mon opinion. Il n'y a pas grand-chose qui me frustre en tant que lecteur dans Harry Potter, mais ça me frustre. Mais du coup, je vois que je suis pas le seul, notamment grâce au message d'Alice. Et nous passons au hibou sonore de Laurette et Archibald. Bonjour la fréquence. C'est Laurette. Et Archibald. Et on avait une question à vous poser. En fait, le premier tome d'Harry Potter, le titre original, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc, comme vous l'avez déjà dit plusieurs fois, la fréquence, c'est un énorme spoil. Et la question qu'on avait, c'est si vous aviez un titre à donner pour les autres tomes qui soit également un énorme spoil, ce serait quoi ? Par exemple, pour le numéro 2, Harry Potter et le basilic. Ou alors pour le numéro 3, Harry Potter et l'innocent coupable. Voilà, écoutez, on a hâte d'entendre vos propositions et on espère passer dans la volière. À bientôt. À bientôt. Merci. Votre hibou est trop cool. Ouais, il est trop cool. C'est trop bien les hiboux en commun. Alors du coup, je me suis rattrapée pour le renommage de chapitre parce que j'ai fait mes devoirs. Je vous dis ma liste et je sais pas si Laura, t'as eu l'occasion d'y réfléchir. Avec mon copain, on s'est amusé, mais vraiment. Moi, C'est-à-dire, on fait du 1 au 7 et chacun à son tour. Ah non, t'as pas tous, toi ? Si, j'ai tous. Ah vas-y. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Oh là là, fusil du regard. Allez, abonnez-vous sur Patreon, ne serait-ce que pour voir ça. Harry Potter. Du coup, j'ai pas fait le premier parce que ils m'ont dit les autres. Donc, j'ai pris au pied de la lettre, en fait. J'avoue que la pierre philosophale, ça reste le meilleur. Harry Potter et le géant innocent. Attends, du coup,
Bah, le 2. Ah, le 2, ok. Au niveau d'Hagrid. Et le géant innocent, ok. Comme ça spoil que Hagrid est innocent. Et toi, pour le 2, du coup, Laura? C'est celui où j'étais le moins inspirée, c'est Harry Potter et les toilettes de Mimi. Je suis restée très, très second degré, là, vraiment. Non, j'étais partie sur le fait de faire toute la liste, chacun d'eux. Ah, ok, pardon, vas-y, je te laisse faire. Harry Potter et l'Animagus, pour le 3. Ouais. Enfin, c'est pas un spoil direct, hein, ça reste quand même abstrait, mais ça fait mention à Peter Pettigrew, qui est croutard et tout ça. Ouais. Harry Potter et le professeur qui n'en était pas un. Ouais. Harry Potter et la prophétie, j'étais pas très inspirée pour le 5. Harry Potter, donc pour le 6, Harry Potter et l'origin story de Rogue. Et enfin, le dernier Potter... le dernier Harry Potter. Je vais y arriver. Harry Potter et l'Orcrux qui vit à l'intérieur d'Harry. Ah oui, d'accord. À vous. Et toi, Laura, du coup? Du coup, pour le premier, donc pour l'école des sorciers, Harry Potter et la pierre sous la trappe sont touffus. Yes. Pour le 2, du coup, je l'ai dit. Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et le retourneur de temps pour sauver son parent. Oui. Pour la coupe du feu, Harry Potter, surtout, ne touche pas le trophée. Oui, c'est un message carrément adressé. Ouais. Bah justement, et pour l'Ordre du Phénix, Harry Potter, il s'agirait de te souvenir du miroir. Le 6, Harry Potter et le journal intime de Severus Rogue. Pas vraiment un journal intime, mais bon. Voilà. Ouais. Et le dernier, Harry Potter va mourir à la fin, mais en fait non. Trop bien tes titres, bravo. Ouais. Mon copain m'a un peu aidé, hein, vraiment, on est parti en fou rire. Il y avait des trucs un peu border, du coup. Il est fan aussi d'Harry Potter? Pas du tout. Alors, je l'initie pas mal, mais t'es quand même inspiré. Mais... Ouais. Bah, il connaît les films, donc on s'est beaucoup amusé sur les gros spoils, quoi. Et toi, Jérém? Moi, bah du coup, le 1, je le laisse parce que le titre original, il est parfait. Harry Potter et la pierre philosophale. J'adore ce titre. Harry Potter et le journal intime de Voldemort. Pour le 3, Harry Potter et l'évadé innocent. Ça ressemble un peu à celui de Loretta Archibald. Le 4, Harry Potter et le retour de Voldemort. Et en fait, j'ai essayé de faire des titres qui pourraient être les vrais titres, mais que c'est des full spoil, en fait. Le 5, comme toi, Marina, pas trop inspiré, mais en même temps, il marche. Harry Potter et la prophétie, parce que c'est quand même le gros mystère. C'est quoi cette arme? Harry Potter et la prophétie. Le 6, Harry Potter et le prince Rogue qui tue Dumbledore. Et le 7, Harry Potter et la défaite de Voldemort. Voilà. Okay. C'est super dur en vrai, hein, ouais, de trouver un bon titre qui spoil, mais c'est marrant, ouais. Je voulais être plus inspirée. En fait, je voulais vraiment faire un titre avec Hagrid, innocent, ou même j'avais pensé à Aragog et tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi à trouver. Mais ouais, quand tu regardes le titre The Philosopher's Stone, bah par exemple, quand on dit Harry Potter et la prophétie, bah le titre du 1, c'est vraiment ça en vrai quand même. Oui, ouais. En gros, ça met le titre, c'est le truc mystérieux qu'on découvre plus tard. Bon bah, full spoil, j'adore. Bah après, je crois que j'ai plus trop le 1 en tête, mais il découvre très vite que c'est ce que veut Voldemort, non? C'est vrai, c'est pas non plus à la fin. Ouais, c'est vrai. C'est plus comment ils vont réussir à l'avoir avant lui. Ouais, je pense que ça arrive à peu près au milieu de l'histoire. Ils comprennent que c'est la pierre philosophale. Et puis il y a un truc aussi où dès le départ, au début du livre, quand Harry suit Hagrid à Gringotts et qu'il récupère le petit objet, même si on sait pas ce que c'est. Voilà, il faut pas non plus avoir 10 000 QI pour se dire ça va être important ce petit objet, je crois. La préparation paiement. Voilà. Donc c'est juste le titre, il te spoil ce que c'est avant que les personnages le découvrent. Mais c'est quand même un spoil. Après, on avait dit ce truc de comme le livre s'adressait surtout à des enfants, le premier, bah en fait, ils sont partis du principe, je pense, qu'au Royaume-Uni, les enfants ne savent pas ce que c'est une pierre philosophale, même si certains peut-être le savaient, des enfants cultivés déjà. Mais je pense qu'ils sont partis du principe qu'ils ne le sauraient pas, en fait. Mais le titre a quand même été traduit différemment. Les Américains ont appelé ça la pierre des sorciers, par exemple. Pas parce que c'est un spoil, mais parce que philosophal, ils trouvaient ça trop intellectuel, je pense, pour vendre le premier livre à des enfants américains. Donc, ils ont enlevé philosophie par sorcier. Mais nous, on n'est pas mieux, c'est l'école des sorciers. Donc, voilà. On passe au prochain. Il nous a été envoyé par Églantine. On écoute son hibou sonore.
Salut la fréquence, je m'appelle Églantine et je suis votre podcast avec assiduité. J'avais une question à propos du lien entre Dobby et Winky. On sait qu'avant d'entrer à Poudlard, ils se connaissent, mais je me demandais d'où, vu que leurs familles ont des valeurs très opposées, et Malfoy vénère le Seigneur des Ténèbres, même s'ils en ont très peur, et même s'ils sont repentis, c'est bizarre que quelqu'un qui combatte à ce point les forces des ténèbres et la magie noire soit ami avec eux. Voilà, ça c'est ma question. Comment Winky et Dobby se sont-ils rencontrés? Ensuite, j'avais un petit fait qui m'avait surpris à l'époque. Harry se demande si, dans le premier, si les armures bougent. Et je me suis dit la même chose, donc j'ai gardé ce petit fait en tête durant ma lecture et j'ai trouvé quelques indices. Tout d'abord, quand les délégations de Poudlard des autres écoles arrivent, les armures sont huilées pour qu'elles ne grincent plus, ce qui implique un mouvement, donc elles bougent, et elles chantent même durant un Noël. Elles chantent des cantiques de Noël. Voilà. J'aimerais votre avis sur la question précédente, et je vous remercie pour votre podcast. Merci Églantine pour ton hibou sonore. On a beaucoup aimé la qualité de ta voix. On se dirait dans le podcast Transfert. C'est très doux comme très ça. Belle voix, j'aime beaucoup. J'aimerais bien parler comme ça un peu. Le ton de ta voix, ouais. En tout cas, arrête d'imiter Églantine. Quoi? Vas-y, comment tu l'imites? Je m'étais un peu comme ça. Non, c'est pas flatteur? Bah non, pas trop, je trouve. Ah bon, pardon. Bah, pour moi, c'était flatteur, mais bon, ok. C'est flatteur, Églantine. Alors oui, je sais plus si on l'avait abordé cette question quand on a fait notre lecture du 4. J'avoue que je m'en souviens plus. Le fait que Dobby et Winky se connaissent déjà, parce que on sait en effet que Dobby, il va parfois visiter Winky. Il l'explique à Harry notamment, et c'est comme ça qu'il a appris que Winky s'était fait renvoyer. Donc il dit oui, j'ai été voir Winky, elle m'a dit qu'elle s'était fait renvoyer. Donc il le dit comment? Oui, bah, un peu comme Églantine. Laisse tomber. Non, je plaisante. Et Winky, elle aussi, elle dit connaître Dobby. Quand Harry, il se trompe de nom lors du match de Quidditch, vous savez, elle est à côté de Barty Croupton Jr., mais la chaise est vide parce qu'il est sous sa cape d'invité, etc. Et Harry croit reconnaître Winky dans la tribune, et en fait, Dobby, pardon. Et du coup, il l'appelle Dobby, et Winky dit « Ah, je m'appelle pas Dobby, mais par contre, je connais Dobby !» Et voilà, donc j'avais oublié un peu ce détail. Je sais pas si on avait parlé, mais j'ai pas trop de réponse à donner, en vrai, parce que comment il se connaît, je sais pas. La seule hypothèse que j'aurais, c'est est-ce qu'on peut imaginer que certains elfes restent en contact, et notamment ceux qui ont des liens d'apparentement. On ne sait pas trop comment les elfes se reproduisent, mais j'avais cette hypothèse, peut-être que les familles de sorciers reproduisent leurs elfes entre eux. Et peut-être que... Oh, tu crois qu'ils... ça se trouve, ils se sont reproduits? Des élevages. J'avais jamais pensé que Dobby pourrait avoir des petits Dobby et des Dobiettes. Est-ce qu'on leur a pas demandé déjà de... Est-ce que la famille Malfoy et la famille Croupton ont pas déjà fait rencontrer leurs elfes pour qu'ils se reproduisent? Ou parce qu'ils viennent du même élevage? Ou vous voyez? Il y a peut-être des explications. Moi, je me suis demandé si c'était pas tout simplement au ministère, en fait. Ah, aussi, ouais. C'est vrai que j'avais pas du tout en tête qu'ils se connaissaient. J'avais oublié ce détail également. Mais en fait, je me suis dit, en fait, on voit déjà que Arthur connaît pas mal de gens au ministère, donc j'imagine que il y a pas non plus 300 000 employés. Et du coup, dans le 2, c'est vrai qu'on voit qu'il y a Lucius ramène Dobby, son elfe. Donc je me demande si tu vois oui, c'est vrai. Les gens viennent pas de temps en temps avec leurs elfes de maison au travail, et du coup, c'est un peu comme ça que ça se fait, quoi. Mais par exemple, la reproduction, j'espère quand même, je vais être dans les détails, mais qu'ils prennent la semence. Genre, qu'ils mettent la semence dans un pot, et ensuite qu'ils fassent ça en sorte de laboratoire, et magiquement, et pas qu'ils doivent faire l'acte. Je sais pas si vous voyez, parce que ça serait horrible. Comme les chevaux, un peu. Je pense qu'il y a des love rooms. Ah, non, mais en vrai, ça serait horrible. Faudrait mieux que ça se fasse en labo, tu vois. Tu sais, ils ont le petit magazine dans leur pièce. Chacun fera son petit vocal. Moi, j'ai le mien. Mais par contre, Laura, tu m'as convaincu, en vrai. C'est vrai que, par exemple, on voit souvent Lucius Malfoy se balade... on le voit se balader avec son elfe de maison, donc pourquoi pas imaginer que Barty Croupton Senior a fait la même chose.
Et que c'est Après, moi, c'est vraiment un truc avec Arthur dans le chapitre, on voit qu'il dit bonjour machin, bonjour monsieur, on lui dit bonjour Arthur. Donc je me dis, c'est pas dans une entreprise où t'as une entreprise, un ministère qui doit avoir 1 milliard d'employés. Du coup, ça veut dire qu'il y a une certaine proximité entre eux. Et forcément, peut-être que tu connais aussi, par extension, les elfes des sorciers qui en ont. Parce qu'en plus, s'ils rendent service entre eux, je sais pas, Lucius, il dit, va donner ça à Barty Croupton. Enfin, je sais pas. Après, dans le chat, ils disent un truc, Twitchy qui dit un truc hyper intéressant, c'est que peut-être dans les dîners mondains, ils viennent accompagnés de leurs elfes. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Ils accompagnent leur famille dans les dîners, dans les galas et tout. Ouais. Ah, c'est pas bête. Et puis, comme dit aussi Tsuchi, c'est que Dobby, je pense que c'est devenu une espèce de légende. Alors, pas forcément dans le bon sens du terme, parce que les elfes, c'est un peu terrifiant pour eux, mais je pense qu'il est tellement unique qu'il doit être connu, finalement, dans la communauté des elfes, parce que la rumeur court aussi. Bon, là, il se trouve que Dobby et Winky se connaissent vraiment, qu'ils se sont déjà vus, donc ouais, c'est vrai. Peut-être le ministère, peut-être des dîners mondains. En tout cas, les Malfoy et les Croupetons, c'est... Les Malfoy et les Croupetons, c'est 2 grandes familles de sorciers, donc il y a eu plein d'occasions peut-être qui se croisent. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Je sais pas, dans Downton Abbey, je crois, j'ai pas trop regardé, mais où justement, quand ils sont invités, les gens de service, j'ai pas le nom exact, les domestiques, viennent aussi avec eux. Donc effectivement, ce que disait Marina... les femmes de chambre, les trucs comme ça. Enfin, les trucs comme ça, pardon, les domestiques. Les gens. Ceux qui se trouvent en sous-sol. D'ailleurs, il y a tout un truc dans C'est trop bien, Downton Abbey. Dans Downton Abbey, il y a ceux qui sont au rez-de-chaussée, et puis les serviteurs qui sont en dessous d'eux. Ouais. C'est comme ça que ça biatch après sur... Oui. Ouais. C'est là où tout se passe. Mais d'ailleurs, on regarde Poudlard, c'est pareil. On a la grande salle, et puis en dessous de la grande salle, on a les elfes de maison qui sont invisibles. Ouais. Je pense que c'est à creuser de ce côté-là. Il doit y avoir... ils se sont rencontrés parce que, effectivement, les sorciers... des fois, emmènent leurs elfes avec eux. Je trouve ça hyper cohérent. Nous passons au dernier hibou sonore, celui de Roxane. Bonjour Marina et Jérémy, bonjour à l'invité. Je voulais voir avec vous une petite théorie sur Patenron. Comme quoi, avant d'être le chat de Hermione, c'était le chat des Potter. Parce que il a un très bon feeling, une très bonne amitié avec Sirius, et qui remarque tout de suite que c'est... Croutard qui est un imposteur qui est du coup petit gros. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez sur cette théorie. Je sais que il y a sûrement d'autres éléments que je me souviens plus, mais je trouvais intéressant de vous en parler. Donc merci pour votre réponse et puis merci pour tout ce que vous faites. C'est super. J'adore vous écouter. Merci beaucoup. Bisous. Merci pour ton hibou. Alors la théorie, si vous la connaissez pas, c'est que Patenron aurait appartenu à la famille Potter. Parce qu'en fait, je pense que la théorie se base sur le fait qu'à l'animalerie magique, le vendeur dit à Hermione que le chat était là depuis un bon moment, en fait, avant qu'elle l'adopte. Et aussi l'histoire de, donc, comme tu l'as dit, pourquoi Patenron reconnaît Pettigrew et Sirius sous leur forme d'animaux. Je vais y arriver. Et il y a aussi un autre truc que j'ai vu, c'est que sur Pottermore, il y a un portrait de la famille Potter. Et sur le portrait, il y a un chat roux avec le nez écrasé. Alors ça avait relancé la théorie. Ouais. Effectivement. Mais pour moi, ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Sirius l'aurait dit. Enfin, tout simplement, Sirius aurait dit « Harry, c'est le chat de tes parents. C'est le chat de ta famille. C'est le chat que t'as failli écraser avec ton balai, tu vois. » Tu vois, où on dirait que ce chat, c'est le chat de James et Lily. Et Sirius le reconnaît pas, en vrai. Il dit même qu'il a mis du temps, en fait, à avoir sa confiance. Donc, pour moi, la théorie ne tient pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas possible. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, en fait, pour moi, le côté qui est très proche de Sirius, de fait parce que c'est un animagus, c'est parce que c'est un mi-flaireur de mémoire, donc il est très intelligent. Donc pour moi, ça s'explique juste pour ça. Pareil pour Croutard, je pense que de toute façon, on sait très bien, de manière générale, les animaux ont certains instincts. Et le fait que du coup Patenron soit mi-flaireur, ça explique sa proximité avec Sirius et qui détecte que Croutard, c'est pas du tout un rat. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, je comprends pas pourquoi Sirius le dirait pas. Mais oui. Et puis, effectivement,
Patenron, c'est déjà un demi-flaireur. Donc, Parce que ça serait encore un lien autre pour lien, Harry oui. à sa famille, à James et Lily. Le chat de la famille, c'est quand même... Puis il serait... Oui, bon, après, oui, il serait super vieux, mais c'est un flaireur, donc voilà. Mais il serait quand même... le chat, il aurait, 15-16 ans, ouais, si c'est possible. En fait, ouais, je pense qu'en termes d'années, ça serait chaud, mais ça pourrait être possible. Bah, surtout qu'on ne sait pas trop quel âge a Patenron, je crois. Mais au-delà de ça, en fait, moi, je suis plutôt de la team de... Bah, tout n'est pas forcément connecté. Il n'y a pas forcément des mystères à résoudre partout. Je pense que Patenron, c'est Patenron. Le chat des Potter, c'était le chat des Potter. C'est pas parce qu'on a 2 chats que c'est forcément... voilà, en fait, c'est le portrait de Pottermore aussi qui a fini de... C'est vraiment... de confirmer la théorie, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu ce dessin sur Pottermore, mais ça ressemble de fou à Patenron. C'est pour ça que la théorie est encore populaire aujourd'hui. Et qui l'a dessiné ce portrait? C'est J.K. Rowling? Non, c'est les équipes de... Alors, je sais pas qui exactement, mais c'était des artistes qui ont gravité autour de Pottermore et qui, voilà. C'était pas un artiste, c'était plusieurs. Okay. Mais voilà. Et bien, cette volière est terminée pour ce chapitre 7. Comme d'habitude, pour y participer, il suffit de nous envoyer votre vocal d'1 minute en message privé sur Insta, Messenger ou X. Vous savez, le réseau chelou du milliardaire complètement détraqué. Vous pouvez nous envoyer un email aussi à l'adresse fréquence934@gmail.com. Alors, prenez pas de notes, ça sert à rien. Tout est dans la description avec les liens qui vont bien. Vous êtes une majorité à utiliser Insta pour les hiboux sonores. Donc, si vous pouvez pas nous envoyer un vocal directement, c'est certainement parce qu'on doit accepter l'invitation d'abord. Donc, envoyez-nous juste un premier message et comme ça, on vous débloque. Il n'y a pas de problème, on le fait assez souvent. Suivez-nous sur les réseaux, bien sûr, et notamment sur notre serveur Discord si vous voulez discuter avec d'autres auditeurs et auditrices. N'oubliez pas de vous abonner non plus sur l'appli d'écoute que vous utilisez, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les nouvelles sorties. Les 5 étoiles ou les commentaires, ça fait toujours plaisir aussi et ça nous donne de la force. Merci à celles et ceux qui commentent les épisodes sur Spotify. On modère chaque message, donc on vous lit et on vous répond avec plaisir. Tout pareil sur YouTube et toutes les autres plateformes. Merci au passage à HC, Marty Cookie, Pikachu Mario et un Animagus pour leur note récemment sur Apple Podcast et à Lucie H sur Podcast Addict récemment aussi. Et au passage, bravo pour votre pseudo à chaque fois. Pikachu, Mario. Est-ce que tu aimes Pokémon et Mario? Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à décider. Vous pouvez candidater pour participer à un futur épisode comme Laura sur ce chapitre. Ça se passe sur notre serveur Discord et nouveauté. Voilà, je le dis maintenant. On accepte désormais les candidatures par email aussi parce que on sait que pas mal d'entre vous utilisez pas forcément Discord. Et depuis qu'on est passé au format Twitch, on n'utilise plus Discord en fait comme plateforme d'enregistrement. Ça va soulager beaucoup d'entre vous. Oui, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt pour nous de tout centraliser sur Discord maintenant. Et voilà, donc le principe est le même que ce soit sur Discord ou par mail. On vous demande simplement de faire un vocal de 2 minutes max pour vous présenter, voilà. Et l'attente peut être longue. Donc, vos études ou non, votre parcours professionnel, vos expériences, pardon. Non, vous nous dites ce que vous voulez bien nous dire. L'attente peut être longue, donc lancez-vous dès maintenant si vous voulez nous rejoindre un jour. Et il n'y a aucune limite géographique, bien sûr, parce qu'on fait tout ça à distance. Comme vous le savez sans doute déjà, vous pouvez soutenir notre projet sur Patreon en vous abonnant avec 4 petits galions par mois. Vous débloquez l'ensemble des after-shows. Ça en fait 35 à ce jour, donc 35 podcasts à rattraper. C'est pas mal si vous êtes à jour et que vous êtes en manque de la fréquence. En tant qu'abonné, vous avez aussi accès aux replays vidéo, des enregistrements et les chapitres qui sortent en avance. Donc ça fait des nouvelles sorties chaque semaine. Ça donne une autre dimension à ce qu'on fait et ça nous motive énormément à continuer. En parlant d'after show, on va en enregistrer un petit là avec Laura. On va rester un peu pour parler des métiers dans le monde magique. Et par exemple, ça vaut le coup de payer 4 galions par mois parce que en payant 4 galions par mois, vous me voyez fatigué et baillé en vidéo. Franchement, ça vaut trop le coup de payer pour ça, non? Les coulisses. Donc, comment ça a été, Laura, cet épisode? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as passé un bon moment? Bah ouais, c'était trop cool. En vrai, c'était un peu dans l'appréhension au début, mais en vrai, c'est exactement quand je vous écoute tous les jours, parce que j'ai l'habitude de vous répondre en fait quand je vous écoute d'habitude.
Et là, je vous réponds et vous re-répondez. C'est génial. C'est magique. On aurait dû ne pas te répondre. Ne pas répondre. C'est l'humiliation un peu. Mais t'avais du stress malgré qu'on s'est déjà rencontrés au Meetup de Paris. Mais ouais, on l'a pas dit ça en plus, oui. On n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Je suis le podcast depuis le tout début, donc les premiers épisodes, de manière très assidue. Et puis après, j'ai jump direct à votre premier podcast sur la fréquence. Et puis après, j'ai jump sur le meeting à Paris. D'ailleurs, s'ils sont là, je salue Mathilde et Éloi que j'avais rencontrées au Meetup. Donc voilà, trop cool de vous avoir vu en vrai, c'était génial, c'était un peu intimiste, vous avez parlé avec tout le monde. Puis voilà, me voilà là, la boucle est bouclée. C'était trop cool de vous voir, on avait pu accueillir à peu près 40 personnes, c'était le max qu'on pouvait dans ce bar. Puis c'était trop cool, il y a des... comme toi, du coup, finalement, t'as rencontré d'autres personnes et tout, vous vous connaissiez pas et... Vous avez venu tout seul. Connaissance et tout, c'était trop cool. Ça m'avait fasciné, ça, ouais. Les gens qui sont venus tout seuls pour passer un bon moment, t'en faisais partie, c'était super cool. Et j'ai oublié Astrid aussi, parce que du coup on est resté un petit peu en contact, donc ouais, c'était trop cool on se connaît, personne connaissait personne en fait quasiment. Bah ouais. Toi ta table, ouais, vous vous connaissiez pas, ouais. Non, du tout. Il y en a qui étaient venus un peu plus en groupe, même en famille. Mais ouais, il y avait et à la table derrière, pareil, tout le monde se connaissait pas forcément. Et c'était trop sympa. C'était super. Bah ouais. À refaire, hein. Bah ouais, non mais ouais. Mais du coup, il faut qu'on retrouve un nouveau lieu parce que malheureusement, le bar a fermé. Oui, ce bar-là a fermé, mais... Donc, enfin, ouais, là, il est fermé, là, ouais, ça y est. Ouais, il a fermé depuis. Et c'était impec. Et bizarrement, à Paris, il n'y a pas tant de lieux que ça, un peu sur le thème geek, Harry Potter et tout, donc... Non, mais après, ça peut se trouver... En tout cas, on y réfléchit pour refaire ce genre d'événement. Ouais, parce qu'on avait bien aimé aussi. Mais, même sans Meetup, on a quand même 2-3 événements de prévus au cours de l'année. Enfin, oui. Surtout, pas cette moitié d'année, mais plutôt l'autre moitié d'année. On a 2 trucs sûrs de prévus. Pour l'instant, on ne peut pas le dire. On va faire quelques annonces prochainement. Signer des contrats magiques. Ouais. Mais quand on pourra, on le dira. Et bah, du coup, ce sera l'occasion de se voir et de papoter ensemble. Et puis, on vous annonce tout ça dès qu'on peut sur nos réseaux. C'est prévu. On va venir à votre rencontre. Mais voilà, on pourra le dire dans pas très longtemps. Mais ça sera cette année. Voilà. Et oui, et en attendant, on se dit au revoir pour cet épisode. Sans oublier, bien sûr, de remercier les tipeurs du moment. Il y a encore des tipeurs. Tant qu'il y en aura, nous, on va vous citer. On ne fermera pas la page. Il n'y a pas de souci. Merci à Et même si on n'a plus qu'un seul. Et même si. Ça serait trop bien qu'il ne reste plus que Corsetilou. Merci, Corsetilou. Mais non, il y a merci. Kimi Doc. Non, c'est lequel que j'ai le plus du mal à dire. Qui reste Poki Pims. Merci à Corsetilou, Marinette, Lucie, Poki Pims, voilà. Spirit, Aurélien, Bispac, t'as du mal à le lire aussi. Errol, Sophie, Mugiwara, Kimi Doc, James, Pamela et Chloé. Merci les amis, tant que vous êtes là, on va vous citer. Et quant à nous, on se retrouve soit pour un after show Patreon, soit pour le prochain chapitre. Ce sera le 8e de l'Ordre du Phénix et il s'intitulera L'audience. En attendant le procès du siècle, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Salut.